Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Qui maîtrise les récits façonne l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui explore comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Je suis Fadila Brahimi. J'accompagne dirigeants et organisations à affirmer leur influence et à construire un leadership adapté aux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous décryptons les transformations du pouvoir à l'heure des IA, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leur vision en live. Et vous, où vous situez-vous dans ce monde en mutation ? Allez, abonnez-vous et rejoignez le débat. Ce soir, nous avons envie de vous proposer une discussion. Ce n'est pas un grand débat, ce n'est pas la grande passion. On veut que ce soit un dialogue transpartisan et un dialogue qui soit constructif. Donc, vous pourrez poser des questions à nos invités par écrit ou en demandant, tout simplement en demandant à intervenir. Alors, pas tout de suite, parce qu'on va d'abord faire un tour de table et présenter, puis poser quelques questions. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Alors évidemment, en 1h30, on ne peut pas débattre de tous les sujets en lien avec le volet numérique pour les européennes. Donc on a sélectionné quelques sujets en relation avec nos invités, mais ils n'ont pas les questions et ils ont accepté de jouer le jeu du live interactif avec nous. Donc je les remercie pour ça. Alors on va tout de suite les présenter. Juliette de Cauzan. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Candidate européenne sur la liste Écologie au centre et présidente également du parti Europe Égalité Écologie. Et donc dans la liste aussi Écologie au centre qui est menée par Jean-Marc Govermatori. Je ne suis pas bien entraînée. Voilà, merci beaucoup. Pierre Ristic, bonsoir. Bonsoir. Ex-conseiller fédéral, les écologistes, donc ELV, et connu en fait aussi, parce que justement, Fabrice me disait, je connais Pierre. Je dis oui, c'est normal, il est connu dans le numérique. Voilà, je suis tweetos bien avant un engagement politique. Moi, mon engagement politique est venu sur le tard. Voilà. D'accord. Et on s'est croisés, je ne sais plus où, mais on s'est croisés sur un truc des Verts, je crois, il y a très longtemps. Oh, j'espère bien. Et Alexandre Chon, qui est responsable du groupe numérique de France Insoumise et donc soutien de la liste Manon Aubry pour les élections donc européennes du 9 juin. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Alors donc je reprécise pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, parce qu'on a eu déjà 2 débats, c'est l'idée de lancer des dialogues transpartisans sur le volet numérique qui n'était absolument pas traité durant les européennes, mais enfin c'était pas le seul sujet, mais en tout cas ce sujet était quand même souvent un peu oublié, donc il n'y avait pas beaucoup toujours de candidats qui étaient soit volontaires, soit en tout cas experts du numérique, et c'est aussi pour ça qu'on a élargi à aussi, comme pour Alexandre, à des responsables du groupe numérique et pas simplement des candidats. Alors avec Fabrice, on vous a préparé tout simplement en fait un live qui va se décomposer avec 2 grandes discussions et chacune de ces discussions sera précédée en fait de questions d'abord fermées que vous pourrez ensuite expliciter. Mais alors on va déjà commencer par une petite série très très simple. Tu es d'accord Fabrice ? Allez. On va dire super. Alors répondez de manière franche, directe et courte. Pour le moment, oralement, vous pouvez laisser votre micro ouvert. Alors, on va commencer par une question traditionnelle. Est-ce que vous êtes plutôt Mac ou PC ? Mac. Moi, je suis un entre-deux parce que je travaille sur les deux et je veux absolument pas. Je suis là pour le coup, pour une fois, je suis au centre. Eh ben moi, j'ai été biberonné depuis l'école primaire au PC, à Windows, etc. Donc difficile de s'en sortir, on va dire. Bon, pas de Linux donc. Plutôt iPhone ou Android ? Là, pareil, j'ai les deux. Je suis sur les deux mondes et j'utilise les deux mondes. iPhone. iPhone jailbreaké. Oh oui, bravo. Bien. Ça c'est underground. Alors plus difficile, plutôt Elon Musk ou Mark Zuckerberg ? Oh putain.
Non, ni l'un ni l'autre. Ah non, tu es obligé de choisir. Ah Non, oui, c'est il pas n'y a pas possible. de joker là sur ce jeu-là. Il est tellement simple. Et il faut Tu dois répéter la confier les rênes question. du monde à l'un des deux. Est-ce que tu confies les rênes du monde à Elon Musk ou à Mark Zuckerberg? Je pense que Mark Zuckerberg, il a une espèce de naïveté, un peu. Je me trompe peut-être. Hein. Ah bah, avec Cambridge Analytica, tu te trompes lourdement, oui. Voilà, donc peut-être c'est vraiment là entre la peste et le choléra, peut-être Mark Zuckerberg. Franchement, Allez, on c'est enchaîne. super difficile. Faut vraiment choisir? Oui, tu es Oui, obligé. Ok, bon, ben, franchement, je rejoins un peu Pierre sur le caractère naïf et qui peut s'excuser auprès de gens au Sénat. Alors, on va dire Zuckerberg. Voilà. Bon, alors je vais choisir Elon Musk, histoire De de ne pas contrebalancer. prendre le même. Bon, c'est pas pour défendre Elon, hein, mais vous me faites Alors des idées sur Marc. pourquoi? Parce qu'au moins il fait les efforts d'essayer d'aller dans l'espace. Voilà. Alors ensuite, WhatsApp, Signal ou Telegram? Telegram Telegram. et Signal. Signal. GAFAM ou BATX? GAFAM. Franchement, non mais franchement. Je sais pas. c'est pour s'échauffer. Non, mais Logiciel ce qu'on libre. utilise vraiment, je veux dire, il faut arrêter aussi. Il y a l'idéologie, il y a la pratique. Ah, c'est oui. intéressant. Ouais, je dirais GAFAM. Oui, mais justement, c'est important d'accorder les usages avec. Ah, avec je suis les d'accord. politiques. Hein. Je suis Donc, d'accord, mais on est là pour répondre rapidement et en toute Je ne sais pas franchise. si vous avez entendu, il y a un chronomètre qui tourne. Vous on êtes est censé, obligé- on est censé obligé de dire répondre GAFAM. franchement directement et voilà. On est obligé de dire GAFAM, mais parce Bah que oui. PATX, c'est un peu. Enfin, c'est l'inconnu. Ah, BATX, c'est chaud quand même. C'est Ouais. encore plus chaud. Alors ensuite, il y a un piège. ChatGPT ou Mistral? Aucun des deux. ChatGPT. Non. On va dire si on enlève l'actualité récente, on peut dire Mistral, mais bon. Mais bon, Microsoft. Bah voilà, c'est ça. Et ensuite, une dernière, Amazon ou Cdiscount? Amazon. C'est discount. Oh putain, mais c'est horrible ce truc. C'est discount. Allez. Ah, t'as le choix entre un truc hyper fiable et tout, ou Cdiscount. Mais c'est français. Bah ouais. Bah, c'est discount. Et, Hein, voilà. Bon alors, Et il faut être honnête aussi. Hein. Donc moi, franchement, J'attends une commande, c'est discount. Je peux pas être plus honnête. depuis j'ai commandé 2021, elle déjà va sur arriver. ces discounts, mais bon. bon, alors c'est parfait. C'était une mise en bouche, d'accord, parce que nous allons tout à l'heure aussi faire des questions fermées. Cette fois-ci, vous allez devoir répondre par oui ou par non, et avec un emoji. Donc, il n'y aura pas vraiment beaucoup de place à ça dépend, parce que ça dépend, ça dépasse, et ou des commentaires, et vous pourrez ensuite expliciter. Alors, on va vraiment rentrer au cœur du sujet sur le numérique en fait européen, avec deux grandes discussions. Une première autour du numérique et ses impacts sur l'humanité et la démocratie, et deuxième grande discussion autour de la souveraineté numérique et la géopolitique du numérique. Donc, on va démarrer cette première discussion. Dans un premier temps, le numérique et ses impacts sur l'humanité et la démocratie. Cette fois-ci, je vous invite et j'invite aussi tous les auditeurs à pouvoir participer en fait à ces questions qui sont d'un niveau un peu plus corsé. Oui, c'est plus sérieux. Un peu plus sérieux, voilà. Et bien cette fois-ci, par contre, dans les consignes, vous répondez par oui ou par non. Le oui avec le pouce levé, le non avec le pouce évidemment en bas. Et vous avez le droit à un seul joker. Et ce joker, ben, vous utilisez tout simplement la fonction avec la main levée, mais un seul. Parfait? C'est noté. C'est noté. Alors, les consignes sont assez claires? où sont les pouces? Alors, le cœur qui est tout en bas. Le cœur qui Ouais. est dans les icônes en bas, et ça fait partie des choix possibles hein, une fois que tu cliques sur le petit cœur. Ah, d'accord. Voilà. Et toutes les personnes qui nous écoutent peuvent participer, évidemment, à ce petit questionnaire. Donc, On y oui, va? pouce en l'air, non, pouce en bas. Exactement. Alors, première question. Pensez-vous que l'IA va créer plus d'emplois en Europe qu'elle en détruira? Ensuite, On a 3 noms. faut-il renforcer les régulations pour protéger les droits d'auteur à l'ère de l'IA? Oula, pour le moment, on est dans le consensus. Oui, oui, oui. Les géants du numérique sont-ils en train de coloniser l'Europe? On est bien d'accord, le pouce en l'air, Oui. c'est on est d'accord avec Oui, le Amazon. pouce en l'air, c'est oui. Oui. Voilà. 3 oui.
Les outils de reconnaissance faciale devraient-ils être interdits? Alors j'ai, Pierre un oui, Alexandre oui. Ah! Juliette, Juliette un non. êtes-vous favorable à l'interdiction du crédit social en Europe? 3 oui. Le vote électronique est-il une solution pour renforcer la démocratie? On a un joker du côté d'Alexandre et oui pour Juliette et oui pour Pierre. Je vois aussi d'autres, oui qui se sont levés. Ah, c'est un vaste sujet ça. Les plateformes numériques doivent-elles être tenues responsables des contenus qu'elles diffusent? Non pour Alexandre, joker pour, Juliette et un oui pour Pierre. Eh Alors ben, c'est la c'est fin, diversifié, mais pas tant que ça. Il y a des sujets de consensus. n'est-ce pas? On est tous conscients d'être, colonisés et on est tous conscients que le crédit social arrive. C'est ça. Et vous êtes Alors tous conscients, je m'inclus pas dedans pour le coup, vous êtes tous conscients qu'il faut, renforcer la régulation pour protéger le droit d'auteur à l'heure de l'IA. Bon courage! Ça sera peut-être impossible. Ouais, il y a un moment, il va falloir enterrer le droit d'auteur. C'est Le triste, pro mais il y a Ouais, la respiration artificielle depuis tant d'années, les soins palliatifs, enfin bon, l'euthanasie, tout ça. alors on va peut-être, justement, demander à Juliette de prendre, la parole et de peut-être de donner un peu plus d'explications par rapport à sa réponse puisqu'elle a réagi tout de suite, Fabrice, à ton analyse. Alors, le truc, c'est qu'en fait, à mon sens, là, on est dans la période du grand pillage. C'est-à-dire qu'on Mmh. est dans la phase de bon, on a déjà, hein, des productions, mais on collecte surtout. En ce moment, c'est de la grande collecte de données un peu partout, on va dire ça comme ça, avec de la production de contenu où on arrive encore à peu près à avoir la trace, en tout cas en premier ressort, de l'usage de l'IA. Il y a d'autres IA maintenant qui se mettent sur la première IA pour transformer les autres contenus. Donc, on arrive à des stades où on n'arrive plus à savoir si c'est produit ou non par une IA. Donc, on a des grandes difficultés à pouvoir remonter potentiellement une chaîne d'auteurs. Ah Donc, notre ça, problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, la question est la suivante. On a des créations au départ humaines qui sont mises sous forme de données, des textes, un certain nombre de contenus. Alors, les expériences humaines ne sont pas encore aspirées en tant que telles, mais on va dire, allez, des données textuelles, images, un certain nombre de choses comme ça. Voilà, on parle d'auteurs, hein, donc je vais me limiter pour le moment au champ, on va dire, de la création, voilà, qui relève du droit d'auteur en tant que tel. Donc là, on a des IA comme ChatGPT, on arrive encore à voir les traces que c'est de l'IA. Il y a d'autres logiciels qui passent ensuite, qui complexifient en reparaphrasant ce qu'a fait ChatGPT. On n'arrive mais plus à savoir que c'est l'IA. l'idée générale, c'est que tu pourras jamais remonter aux auteurs originaux. C'est ça. Et donc, en fait, par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une idée quand même, nous, en tout cas, qu'on souhaiterait soumettre, c'est l'idée de droit d'auteur humain d'origine. C'est quoi ce concept-là sur lequel, en fait, on réfléchit? C'est l'idée que toutes ces productions de contenu sont un petit peu comme le début du CD-ROM où on gravait et on avait une certaine taxation pour copie privée pour éviter que l'industrie du disque ne s'effondre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là. Oh oui. Voilà, donc ce qui se passe là, c'est qu'on a un certain nombre de productions de contenu qui ne reversent rien en fait à l'humanité pour le moment. On a une vraie problématique par Comme rapport n'importe à quel cette... être humain qui produit du contenu quelque part. Alors si, parce que quelque part, le contenu qui est produit par un être humain, vous voyez, en ce moment, si vous avez une page d'influenceur sur YouTube ou autre, au bout d'un moment, YouTube vous verse quand même des royalties, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez générer des fausses, je ne sais pas moi, des faux profils d'IA ou autres, ou des contenus où il y aura pratiquement, en fait, il n'y aura pas de reversement autre que celui qui a créé l'IA. On va dire ça comme ça. Mais du coup, Mais on ceux qui ont reverserait ça à été qui? pillés ne toucheront rien. Voilà. Donc on a une vraie problématique là de savoir comment on fait pour que les artistes d'origine, les producteurs d'origine de contenu qui ont été aspirés en termes de données, ne soient pas complètement spoliés. Et Ah, comment l'humanité fait en fait pour s'en sortir? On a une vraie problématique au niveau du cinéma, des scénaristes, des acteurs, des voix qui sont clonées. Donc tout ça,
on a une problématique et il faut réfléchir là-dessus parce que on peut dire oui, les droits d'auteur sont morts. Ça, c'est facile. Mais en même temps, après le grand pillage, il y a une grande phase de voilà, nous, on essaye d'extrapoler comme ça sur ce qui va se passer. Donc, le grand pillage et ensuite, c'est la grande dépossession. C'est juste après le grand pillage et après, c'est le grand appauvrissement. C'est-à-dire qu'on va arriver à un stade où l'humanité, à mon sens, sera dans un stade de destruction d'emplois qui n'a pas été anticipé par Schumpeter. On va arriver à un stade où on risque d'être tous plus ou moins ubérisés, y compris pour les métiers intellectuels. Et là, il y a un grave problème qui se profile. Du coup, ça serait intéressant de vous entendre tous les trois. Est-ce que la proposition de Sam Altman, qui consiste autre grand vilain de la Silicon Valley, qui consiste à prôner un revenu universel, est-ce que ça vous paraît une solution? Alors, le revenu universel, là, pour le coup, c'est un sujet très écolo au sens historique. Au sens politique, parce qu'on théorise sur le revenu universel. Et quand on parle de grand pillage, bon, moi, ça me fait un petit peu sourire parce que je vois pas vraiment, à part les ressources que l'on pille, le fait qu'on copie un film, je vois pas vraiment où est le grand pillage là-dessus. Toutes vos données, des livres écrits. Dans une crise climatique, pardon, je prends la parole, j'ai laissé parler. On est quand même dans une crise climatique et qu'il y a quand même des choses qui sont. En fait, il faut hiérarchiser. Oui, mais là, on est sur du numérique. Hein. Oui, on est sur du numérique. Moi, je suis d'accord de parler des autres sujets, mais on est sur le numérique. En fait, revenons on a une IA qui, effectivement, promet quand même un immense bordel économique. Alors, le numérique de valeur, comment on fait pour accompagner la société dans son ensemble vers un truc comme ça? Le numérique est à la fois la solution à la crise climatique et aussi un des acteurs du problème. C'est comme tous les outils. Et il s'agirait, je pense que là-dessus, tous les trois, on est d'accord. Il est quand même, le sujet, c'est de ralentir un peu pour apporter de la réflexion et pour juger de l'intérêt des technologies. Parce que le numérique, en fait, c'est un flot d'apports technologiques dont on n'a pas le recul de l'apport réel de ce qui est bien ou mal, ou ce qui est bon pour nous, ou ce qui est bon pour le climat. Et alors, je n'ai pas de formule magique, hein, et je pense que personne n'a de formule magique. Mais à un moment donné, il s'agirait quand même de créer des espaces de pause et de réflexion pour ce qui est d'évaluer l'intérêt des technologies qui nous arrivent comme ça en pleine phase. Donc, on peut parler de la IA, on peut les lister, on peut faire l'énumération. Que ça perturbe l'économie, bon, soit. Je pense que vraiment, le sujet, c'est est-ce que ça apporte quelque chose au social et à la crise climatique. Mais Pierre, quand tu dis qu'il faut faire une pause, tout à l'heure d'ailleurs, concernant l'IA, la question est-ce que ça va créer plus d'emplois qu'elle n'en détruit, tu as répondu non. J'ai répondu non parce qu'en fait, je pense que l'IA ne va pas créer plus d'emplois. Et comme vous évoquiez une des pistes du revenu universel, c'est en effet, comment dire, ça fait des décennies que le système capitalistique met en avant une productivité qui progresse. Mais cette productivité, elle se fait au détriment des ressources et elle ne peut pas être extensible à l'infini. Donc, quand est-ce qu'on se pose et on se dit, on va jamais, à un moment donné, on ne va pas pouvoir progresser, on ne va pas pouvoir gagner 10% de productivité. Et en plus, à quoi ça sert de gagner 10% de productivité tous les ans dans le système capitalistique? Et quand est-ce qu'on redistribue ce gain de productivité? Et ça fait deux siècles qu'on a des gains constants de productivité. À quel moment on les redistribue? Et moi, je pense, et les écolos le pensent aussi, que la crise climatique, c'est peut-être un moment de redistribuer parce qu'il va falloir investir et faire face aux enjeux climatiques qui se profilent. Et le revenu universel est peut-être, alors je dis pas que parce qu'il y a le revenu universel, en fait, il y a à boire et à manger dedans, mais il est peut-être le moment de se questionner sur est-ce qu'on ne va pas simplifier les choses et proposer un revenu constant à tout le monde et redéfinir ce que c'est que la notion du travail.
Et donc aussi Bah, ça va avec, hein. Si demain tu proposes un revenu universel où tout le monde de base a, je sais pas, je sors des chiffres au hasard, mais 1 000 balles par mois, tu Exactement. vas mécaniquement, il y a des gens qui vont se dire: «J'ai autre chose à faire de ma vie que de la gagner» et qui vont se mettre en communauté et vivre très bien avec 1 000 balles par mois ensemble et en faire des trucs. Exactement. Et il y a des gens qui ont envie de gagner un petit peu plus. Et c'est tout à fait défendable. Et en fait, il faut réinventer un système fiscal qui ne taxe plus la valeur travail, parce que maintenant, à l'heure du numérique, la valeur travail, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Si vous Il y avez... a, il y a dans le space précédent, Raina, été 2024, dans la continuité, hein, elle disait que il ne fallait pas uniquement s'interroger en fait sur la valeur du travail, mais sur la valeur du temps. Parce Aussi, qu'en fait, on avait aussi un temps qui pouvait être utilisé différemment. Je sais pas moi, de l'investissement dans la solidarité, tu vois, dans le milieu associatif, pour les aidants. Il y a tout ce temps-là qui aujourd'hui n'est pas tant que ça valorisé et quantifié. Je sais pas. Hein, Moi, je vais vous dire ce que je pense par rapport à tout ça. Je crois J'interviendrai qu'en après. fait, la pause que vous évoquez n'est pas possible parce que si nous faisons, nous, une pause au niveau européen, ben, les Américains et les Chinois ne font aucune pause. Et comme on l'a bien dit, nous sommes en état de colonisation numérique. Donc, en fait, techniquement parlant, nous n'avons pas le temps de faire de pause. Ça veut dire qu'il faut des solutions immédiates applicables. Et donc, le revenu universel et tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes, mais ce sont des utopies qui auront lieu peut-être dans les 10-20 ans. Mais Alors, à l'heure Juliette, actuelle, je vous le Mais dis Juliette, honnêtement, tu as pas l'impression quand même que l'intelligence artificielle, d'ici 10-20 ans, aura totalement ah, refaçonné la eh société bien qu'on connaît? si, c'est pour ça que je vous alors, dis que c'est maintenant qu'il faut agir. Et donc, l'idée d'un revenu universel qui n'est pas passé, sachant que Benoît Hamon le portait, que politiquement, on n'est pas du tout dans une configuration où on a une remise en cause du capitalisme en tant que tel. On assiste en fait tout simplement, je vous le dis de façon assez passive Juliette, pour le s'il vous plaît, moment. juste 30 secondes parce qu'Alexandre souhaiterait aussi apporter. Oui. Voilà, allez-y. Ouais, merci. Du Ah coup, non, non, faudra... je laisse terminer sa phrase, je l'ai coupée, je Vas-y, crois, Juliette. Juliette. Oui, donc je disais que tout simplement, la solution qui doit être apportée maintenant, elle doit être immédiate, donc elle doit s'appliquer sur le numérique par rapport à la question justement de ces droits d'auteur humains d'origine, moi je parle de ça. Et ils seraient redistribués à qui, ces droits d'auteur? Alors justement, il faudrait pouvoir essayer de trouver une solution pour que les algorithmes qui pillent, entre guillemets, donc en fait qui se servent de contenu, puissent effectivement alimenter un certain nombre de traçages. C'est pas Mais possible. est-ce D'accord. Juliette, c'est pas possible. Alors, en D'un tous point de vue les technique, ça cas, n'est pas une possible. participation pourrait être envisagée. Ça serait déjà peut-être plus comme une sorte de taxe Tobin, peut-être. Alors moi, Et je ne elle lance serait que des alors reversée à qui, attendez, cette taxe, hein? s'il vous plaît, pas trop de ping-pong parce que je vous ai annoncé que Alexandre voulait parler. Oui, Donc alors voilà. Donc on essaye d'éviter les tunnels pour que ça voilà, soit c'est fluide, comme s'il vous le plaît. revenu universel, hein. C'est des éléments de réflexion qui sont des bases de réflexion. Nous en sommes aux prémices, donc c'est évident que la réflexion doit avoir lieu. Mais moi, je pense que là, la question se porte sur le numérique. On ne va pas résoudre tous les problèmes sociaux. Déjà, si on peut D'accord. Ok. corriger dès maintenant ce qui se passe, de façon au moins provisoire, Al- pour mettre une certaine solidarité entre les machines et l'humain, en tout cas entre le numérique et l'humain, ça m'intéresserait Merci, beaucoup. merci, merci. Alexandre. Alexandre, Ouais, Alexandre. juste du coup, faudra juste me réexpliquer les prises de parole, si on parle à flux ou si c'est chacun son tour. Parce que du coup, moi, je me sentais gêné de est-ce que je parle pas? Donc voilà. Juste du coup, sur la question de l'intelligence Hein, artificielle. je vais te répondre déjà là-dessus. Ouais, merci. Normalement, on fait en sorte que ça soit, comment dire, chacun son tour, mais il peut y avoir en fait de temps en temps des réactions. Mais c'est pour ça que je suis intervenue plusieurs D'accord, fois. pas de La souci. règle d'or, c'est d'éviter de faire des tunnels pour que chacun puisse quand même aussi trouver sa place. Voilà. Ok. D'accord, ça marche, Fadila. Donc, bon, sur la question de l'intelligence artificielle, et la question
de la redistribution finalement de la valeur créée par ces outils-là, il y a déjà un gros, parfois, manque de mise en lumière sur la problématique des datasets. Finalement, les bases de données sur lesquelles à la fois on va entraîner les modèles d'IA et sur lesquels ils peuvent se développer. Et le problème de la plupart de ces datasets aujourd'hui, c'est qu'ils sont totalement fermés. C'est des boîtes noires, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Et c'est à la fois inquiétant parce qu'il peut y avoir des données dites anonymisées, mais qui finalement peuvent avoir une résonance compliquée et potentiellement dangereuse. Donc on ne sait pas de quoi c'est composé, c'est très compliqué de le savoir. Et à l'intérieur, bien sûr, vous avez un certain nombre d'œuvres culturelles, de créations culturelles. Et effectivement, c'est toute la question, et c'était un cas qui était abordé en Chine en 2020, je crois, autour d'une IA qui serait où la propriété aurait été reconnue de ce qu'elle crée. Donc, en tout cas, sur la question de la redistribution, déjà, il faut mettre un coup de projecteur sur qu'est-ce qu'il y a dans ces datasets, en quelle proportion, en quelle quantité, pour avoir déjà une vision mosaïque de ce qu'il y a, et à la fin, de mettre en place avec les acteurs de la création, les artistes, petits et grands d'ailleurs, parce qu'on oublie souvent que par exemple sur la directive copyright, c'était plutôt les gros créateurs, ou en tout cas même les grosses majors, qui étaient bien représentés, et les petits créateurs, pas du tout. Donc comment est-ce qu'on défend les créateurs dans leur globalité, dans toute leur taille, et comment finalement cette création, cette valeur ajoutée faite par l'IA est réinjectée dans le financement du processus créatif, plutôt que dans la constitution de patrimoine et de rentes énormes, souvent pour les mêmes. Donc, c'est la question de comment est-ce que finalement on valorise le processus créatif, comment on y réinjecte cette valeur, et comment finalement on opère une taxation globale des acteurs qui créent ces IA pour réinjecter dans la création de façon globale. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, désolé, je fais un tout petit tunnel parce que pour répondre à toutes les Oui, bien questions. sûr. Le deuxième point, qui a été abordé, c'est finalement, est-ce qu'on détruit plus d'emplois qu'on en crée? Moi, je vais simplement vous prendre de mes souvenirs, c'est pas totalement frais, mais de mes souvenirs, les chiffres du World Economic Forum, qui sont quand même pas des rouges avec le couteau entre les dents, qui, à l'horizon 2020, donc c'était il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, mettait en avant que sur la question de l'automatisation provoquée par les outils numériques, on avait d'un côté une perte de 7,1 millions d'emplois dans les 15 pays les plus développés, je crois, et de mes souvenirs, c'était 2,1 millions de postes qui étaient créés. C'est-à-dire qu'on a quand même 5 millions d'emplois manquants sur cette évaluation du World Economic Forum, ce qui fait qu'en fait, on arrive à un niveau d'hyper-prolétarisation avec à la fois une extrême rationalisation et taylorisation des tâches qui sont parcellisées, formalisées, et finalement, on n'a plus besoin d'employés qui sont remplacés par des robots et des algorithmes. Et donc, on arrive finalement à une hyper-polarisation du marché du travail, notamment dans les sociétés les plus riches, avec d'un côté, finalement, des opérateurs, ou en tout cas des travailleurs, des travailleuses qui sont hyper spécialisés, avec une hyper qualification et des hauts salaires, et de l'autre côté, un marché peu qualifié à bas prix, et finalement au milieu un vide abyssal avec des gens qui sont laissés en dehors de la chaîne de valeur et de la redistribution de valeur. Et c'est là le gros problème, c'est l'IA ne doit pas être un outil qui doit être supprimé. Au contraire, il faut que ce soit utilisé, l'automatisation, et je finirai par ça, et l'intelligence artificielle pour faciliter le travail et supprimer les tâches qui sont fastidieuses. Si on reprend le cache investigation sur Lidl, par exemple, ce n'est pas tenable sur la longue durée d'avoir des gens qui sont dictés par des automates pour saisir des caisses, se péter le dos, sachant qu'on est en France l'un des champions des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques au niveau européen. Donc il faut partir de ce genre de tâches-là. Mais la question, c'est comment est-ce que demain, ces personnes qui ne sont plus en capacité d'occuper ces emplois qui sont automatisés, comment est-ce qu'on crée finalement des solidarités organiques, comme le disait Émile Durkheim, comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on constitue des sociétés très très liées et très fortes dans une société qui actuellement est totalement atomisée par le capitalisme et dont le numérique est le bras armé de cette atomisation, alors qu'on doit développer un travail contributif dans une économie contributive. Voilà.
Merci Alexandre. Désolé. J'ai vu des réactions. J'ai vu que tout à l'heure dans l'audience, Solange n'était pas trop d'accord. Bon, elle le manifeste. Mais Pierre qui a levé la main, à un moment donné, il était plutôt d'accord. Et Oui, je pense que tu oui, tout à souhaitais fait. compléter. Je suis tout à fait d'accord, en tout cas sur le fond. Et en effet, sur les datasets, comme tu le dis, les datasets, c'est aussi le prolétariat du futur, parce que ces datasets sont constitués par des gens qui vont enrichir les algorithmes, et c'est bien des tâches humaines, parce que les algorithmes ne s'enrichissent pas tout seuls. L'entraînement, il est bien humain, et on le constate déjà, le prolétariat de l'entraînement des IA, c'est une réalité. Voilà. Donc, c'est juste pour apporter un complément, mais je suis tout à fait d'accord Mais vous sur. convenez quand même qu'aujourd'hui, on est quand même déjà face en fait à des problématiques. Récemment, vous avez dû voir passer une vidéo concernant les voix, notamment les voix françaises, Oui, qui s'inquiétaient. On a vu aussi, on évidemment, l'a vu à elle l'a Hollywood avec cité tout les à l'heure, acteurs. Juliette. Comment? Il y a un On l'a vu dessin à animé très Hollywood avec les populaire acteurs. américain qui maintenant est passé en doublage intelligence artificielle. Et voilà, c'est fait. Ça commence et j'ai regardé le truc, voilà, on voit pas vraiment que c'est une intelligence artificielle. Donc, je comprends le producteur. Alors, C'est ce que je vous disais, hein. Grand pillage, grande dépossession et grand appauvrissement. Et là, ce qui se passe, c'est que vous citez. Alors, Alexandre, moi, j'aime beaucoup tout ce qu'il a dit parce que j'apprécie le fait qu'il reste bien focalisé sur le numérique, parce que c'est sûr qu'on peut parler des problématiques climatiques et tout ça, mais là, on est focalisé sur la question de l'intelligence artificielle et du développement du numérique. Donc, moi, ce qui se passe, c'est que je crois que pour le moment, on avait eu l'habitude de voir des robots ménagers, des caisses automatiques remplies par le client de supermarché remplaçant les caissières. Et tant que c'était ça, ça n'émeuvait pas grand monde, je dirais, malgré le fait que c'était déjà un certain nombre d'emplois qui étaient perdus pour un certain nombre d'êtres humains, surtout des femmes. Là, c'est les consultants Mais là, pour remplacer. Là, ça commence à bien faire. on commence à remplacer des emplois qui habituellement étaient occupés par des personnes, voilà, considérées comme des artistes ou des CSP+. Alors, un certain nombre d'emplois comme justement les questions, les traducteurs, les voix, y compris les recherches pour les bases de données des avocats. Maintenant, il y a des plaidoiries entières qui pourront bientôt être rédigées par des algorithmes numériques, voire. Ouais, alors là, vous confirmez, Juliette, Donc on a tu une confirmes phase. quand même que le numérique aujourd'hui, il est complètement transversal et l'impact il est transversal. C'est On va dire ça, c'est ce que oui, mais je d'écarter tout à l'heure l'écologie, moi je Au-delà de suis ça, pas non, tout non, à mais fait. ce que je vous dis, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand je vous dis que la solution doit venir sur cet aspect numérique, ça veut dire que quand on parle de revenus universels et autres, on est déjà au stade ultérieur, c'est-à-dire que là déjà, on est dans les prémices. On est dans le stade Oui, où alors on ça, assiste oui, à tout ça. Et ok, maintenant, Juliette, mais on l'a qu'est-ce qu'on compris. fait maintenant? D'accord. Oui, C'est ça ça. la question. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un certain nombre de Alors, personnes je qui ne comprends pas s'attendent en quoi. absolument pas à se retrouver à Pôle emploi et qui vont se retrouver à Oui, Pôle mais emploi elles ou vont se dans retrouver à France Pôle emploi. Travail, excusez-moi, France Travail, qui oui, vont mais se retrouver à France Travail très bientôt. Oui, oui, oui. d'accord. Mais c'est déjà le cas. Et déjà, il y a aussi des personnes qui sont extrêmement éloignées, en fait, effectivement, de l'emploi. Donc, il y a des questions qui. C'est surtout qu'en fait, ça va très, très vite. Et que le niveau des compétences qui sont aussi attendues sur le marché augmente également, s'intensifie. Je vais faire sans transition, Fabrice. Ouais. On prend un rapide autre sujet. Qu'est-ce que tu Reconnaissance en faciale. penses? La reconnaissance faciale, alors on avait Juliette qui était pour, Pierre et Alexandre qui étaient contre. En introduction, avant de commencer un peu l'avis de chacun, un petit rappel sur la Non, récente Juliette enquête de était contre. Disclose. Non, j'étais contre l'interdiction Contre totale, parce que l'interdiction. la voilà. question, ça ne veut pas dire que je suis pour, mais c'était contre l'interdiction totale. Voilà, alors en guise d'introduction, un petit rappel sur l'enquête de Disclose qui, il y a quelques mois, a révélé qu'en pratique,
la vidéosurveillance avec Rocco-Facial, Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre de Hollande, avait donné son go avant de passer la main à l'ère de la Macronie, qu'il a amplement développée, et elle est aujourd'hui en usage dans plus de 200 villes. Tout ça de façon parfaitement illégale. On a essayé de la légaliser à l'occasion des Jeux Olympiques pour faire une espèce de période d'essai, 9 ans après la mise en route. Et ça n'a pas marché parce que la majorité minoritaire n'a pas réussi à faire passer la loi. Mais toujours est-il que, loi ou pas loi, de toute façon, c'est en place, c'est utilisé très couramment dans plein d'endroits. Et visiblement, ça donne des résultats assez corrects. Pour la petite anecdote, c'est une boîte israélienne qui a installé ça en France. Et qui donne des résultats assez corrects, en fait. Qui a jugé que c'est correct? Non, mais c'est vraiment, c'est de la tech sérieuse, vraiment, c'est impressionnant l'efficacité de ces trucs-là. Oui, Et je connais l'argumentaire pour, contre, machin, il y a des... C'est de toute façon une technologie d'avenir. Alors, oui. comment vous voulez aborder le truc? Alexandre a levé la main, on va lui, Allez, comme il a Alexandre. parlé en dernier tout à l'heure, voilà, on va reprendre dans l'autre sens. Ça Alexandre? marche. De toute façon, la reconnaissance faciale, c'est un des aboutissements, mais il y aura d'autres choses qui vont suivre dans une dizaine d'années aussi, des technologies de vidéosurveillance automatisée, donc de la VSA, vidéosurveillance algorithmique. Le marché de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale, c'est aussi un enjeu de pognon. Je crois que de mes souvenirs, le marché en 2024, c'est à peu près 6,6 milliards de dollars, il me semble. Donc et ça devrait atteindre, je crois, ça devrait plus que doubler d'ici 2030. Donc il y a un enjeu industriel avec une bataille de grands groupes industriels sur ces sujets. Et derrière, c'est une vision de la société extrêmement liberticide qui atteint au droit de manifester, qui atteint à différentes libertés fondamentales. Et en fait, là où, pour reprendre ce que disait Juliette, oui, ce qui me gêne, c'est l'interdiction totale. Moi, j'ai répondu la grande tendance par rapport à la question qui se veut générale. Maintenant, effectivement, moi, je suis opposé, enfin, et au niveau des LFI, on est opposé au déploiement dans l'espace public et dans l'espace du grand public de la reconnaissance faciale. Après, dans les espaces privatifs, privés, qui ne relèvent pas d'espace public, du bien public, là, ça peut être différent. Mais le souci qu'il y a, c'est que la reconnaissance faciale, à la différence d'autres types de surveillance de l'espace public, c'est que votre visage est un signal que vous envoyez en permanence sans votre consentement. Alors que l'empreinte rétinienne, l'empreinte digitale, etc., toutes ces données biométriques-là sont des données que vous laissez en théorie sur la base de votre propre consentement personnel. La vidéosurveillance algorithmique, c'est de la vidéosurveillance faciale. Bon, bref, vous avez compris. C'est très différent sur ça. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Et donc, c'est là où il y a eu un certain nombre de moratoires au niveau européen, mais c'est des digues qui sont en train de sauter. Et Fabrice l'a bien dit, on a déjà eu des scandales, pas plus tard qu'il y a 6 mois, sur le fait que des préfectures activaient avec simplement un petit clic sur un onglet à déplacer. Parce qu'en fait, ils vous vendent le package, ils vous vendent de la VSA et dedans, il y a la reconnaissance faciale avec. Alexandre, je vais demander à tous essayer voilà, on prend le temps évidemment de s'exprimer, mais qu'on puisse aussi quand même faire circuler aussi la parole. Merci Alexandre. Je crois que c'est Pierre qui voulait réagir et puis on va laisser Juliette. Je vais réagir un peu brièvement sur les utopies et un peu pouvoir rappeler que l'Europe quand même a créé une réglementation qui a le doux nom que tout le monde connaît, le RGPD. Le RGPD n'est certes pas parfait, mais on sait tous qu'avant l'avènement de l'IA, le RGPD, quand même, c'est un modèle mondial de réglementation et de protection de la vie privée. Et je suis désolé, mais mon visage, votre visage fait partie des données personnelles au sens RGPD. Donc, c'est dans le cadre de la RGPD que pour des raisons politiques, cette réglementation est piétinée. Donc, on n'a pas besoin de créer de nouvelles réglementations. Elle existe déjà. Et entre parenthèses, la RGPD existe parce que les élus verts européens
allemands notamment, parce que les Allemands sont très, très, très titilleux concernant les données privées, bien plus que les Français pour des raisons historiques. Yann-Philippe Albrecht notamment. Exactement, il y a un article très bien sur Le Monde que je vous invite de feuilleter. Et si la RGPD existe, c'est parce que certaines personnes ont cru à cette utopie. Je reviens au terme qu'utilisait Juliette, parce que je pense que la politique, c'est aussi d'orienter des politiques dans un sens qui soit utopique ou pas, mais je pense que tout le monde reconnaît le bien fondé de la RGPD et que ça n'est qu'une question de volonté politique. Et on piétine la RGPD avec la reconnaissance faciale pour des raisons politiques, tout simplement. Voilà. On va laisser Juliette réagir, hein, parce qu'elle était pas du tout Oui, alors moi dans votre... je voulais dire qu'Alexandre et Pierre effectivement soulèvent des points. Ils ont totalement raison sur pratiquement tout. Moi, pourquoi j'ai pas dit qu'il fallait interdire totalement la reconnaissance faciale? Parce que tout simplement, il s'agit d'une technologie qui peut vous aider en cas de flagrant délit de retrouver un criminel ou autre. On connaît des cas où effectivement, peut-être que c'est un outil qui peut être intéressant. Le problème, c'est que c'est comme tout. C'est comme quand vous avez une arme ou quand vous avez un couteau. Si vous l'utilisez pour couper de la salade, c'est une chose. Si vous l'utilisez pour assassiner quelqu'un, c'en est une autre. Donc la question est la suivante. C'est en fait, ce qui se passe, c'est que les outils numériques deviennent souvent nos prisons numériques. C'est évident qu'il y a de nombreux abus. Moi, je suis absolument contre le fait voilà, qu'on se transforme en grande Chine au crédit social. Ça, on avait dit, effectivement, on a tous refusé. Après, la reconnaissance faciale, c'est une technologie pour moi qui peut être utilisée. Alors, dans Notamment, quel cadre? Parce que, par exemple, tout à l'heure, Alexandre a par exemple, spécifié, si, juste je termine ma phrase, oui, il a spécifié dans la sphère publique. voilà, mais si vous avez une personne qui commet un acte terroriste en pleine Mm. rue, vous avez effectivement, je sais que le RGPD interdit la collecte de données, un certain nombre de choses. Maintenant, imaginons la caméra a filmé, vous avez assisté à l'acte filmé sous vidéosurveillance, vous avez le visage du coupable, vous décidez d'utiliser la reconnaissance faciale. Si c'est pour traquer, on va dire, un terroriste en pleine action, que ça permet de l'arrêter avant qu'il fasse une dizaine de victimes de plus, là, vous voyez, on a une justification qui est acceptée par le RGPD, qui relève en fait du maintien de l'ordre. Mais ça, Donc Non, ça, mais il me semble que les Verts étaient considérés comme terroristes à un moment à la fin du quinquennat Hollande, non? oui, mais attendez, hein, moi, Attendez, moi je vous dis, je vous parle en théorie, mais la théorie, et ça. je vous dis simplement que au prétexte, voilà, de ce maintien de l'ordre, il ne faut pas non plus qu'on aboutisse de facto à une surveillance généralisée de toute la population, des actions politiques, de tout ce qui... vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous Tout avez à fait, mais il des cas... va bien falloir qu'on aille un Voilà, petit peu alors plus loin, parce que... interdire totalement. Moi, j'ai dit non parce que je pense que dans Juliette, certains cas, ça peut être utile. Voilà. alors je disais, oui, bien, on comprend bien dans certains cas, mais bon, je pense Fadila, quand je veux même bien qu'un... prendre la parole aussi. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Après, T'es sûr que mon micro, il est suffisamment... après je vais faire une interlude. Fabrice, je crois que personne m'entend. Si, Non, ton micro est suffisant. Ah d'accord. Donc, Je vais faire une petite interlude sur la roco-faciale. j'étais Quand même, Ok, vas-y. il faut quand même Tout le monde comprendre me que coupe, alors je vais peut-être m'éteindre, alors. c'est en usage courant. Et j'ai un exemple tout con, il y a 3 jours. J'étais sur un plateau pour parler de trucs macabres qui se passent, où il y a des gays qui se font poser des pièges en Seine-Saint-Denis. Il y a des mecs qui se font massacrer, torturer. Et il se trouve que le truc a été démantelé avec de la roco-faciale. Ça m'a été expliqué hors plateau, mais très clairement, les flics ont repéré quelqu'un qui avait un blouson rouge, l'ont suivi jusqu'à une chaîne de fast-food, et là ont utilisé la roco-faciale parce qu'il s'est approché d'une caméra et ils l'ont identifié. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment dans notre quotidien depuis 7 ans.
Mais là, Alors ça donc fait partie. c'était, pardonnez-moi, je vais, En ce moment, il y a une épidémie de. donc Il y a j'étais une justement, espèce j'étais en train je voulais évoquer ça parce que tout à l'heure tu parlais de l'affaire de Disclose. L'outil aujourd'hui de surveillance qui est utilisé par la police depuis par 200 villes en 2015. France. Comment? 200 villes en France, et pas que des petites villes, hein, des villes comme Oui, Marseille. oui. Il y a plein de villes, Donc apparemment en Seine-Saint-Denis, il y en a pas mal, qui utilisent ça dans leur quotidien. Depuis 2015, et donc c'est un outil qui dispose en fait de la reconnaissance faciale. Et la dernière fois que Darmanin s'est exprimé sur le sujet, quoi qu'en ce moment il dit plus rien, il n'a pas répondu en fait à toutes les questions. Il a dit qu'il avait lancé une enquête et en fait aujourd'hui on ne sait pas du tout où en est l'enquête, soi-disant que la police n'avait pas activé donc depuis 2015. Disons que déjà, on le croit pas. Clairement, il faut arrêter de se foutre de la tronche des gens. Et puis, comment dire? Oui, en fait, tu peux toujours sortir un exemple spécifique de: «Regardez, ça a marché» ou on a le même débat sur la question de la vidéosurveillance. Grâce à la vidéosurveillance, nous avons pu ci, nous avons pu ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est important sur ces sujets qui touchent aux droits fondamentaux et surtout c'est une vraie question politique. Comment est-ce que le capital organise, désolé, je fais un peu mon Arlette Laguillet primaire, mais comment est-ce que le capital organise le maintien de l'ordre dans l'espace public et le contrôle de l'espace public? Comment est-ce qu'il le maîtrise? Comment est-ce qu'il maîtrise les corps? Comment est-ce qu'il classifie les corps à travers des algorithmes qui ne sont pas neutres et qui distinguent ce qui est normal de ce qui n'est pas normal, de ce qui est la norme de ce qui n'est pas la norme, avec des biais et des effets de bord énormes? Et on le voit sur les réseaux sociaux, sur le caractère transphobe de beaucoup d'algorithmes, le sexisme, etc. Donc, je reviens à ça, c'est comment est-ce que la reconnaissance faciale devient un instrument pour maîtriser la foule qui est vue comme une meute, comme une émeute, alors que parfois on est dans un processus qui est un processus de révolte révolutionnaire, et comment finalement les puissants, comment l'oligarchie, comment le capital maîtrise à travers ces outils numériques toute cette foule qui est vue comme un liquide à canaliser, donc quelque chose de déshumanisé, et non plus des citoyens, des citoyennes, des habitants, des habitantes qui reprennent d'une certaine manière souvent le contrôle de leur vie et de l'espace politique. Donc je pense que c'est ça, et du coup, et en une dernière phrase, je pense aussi que c'est intéressant de regarder à l'échelle micro ce qui se passe. Moi, j'habite à Saint-Denis, ville du 93. Le maire Mathieu Hanotin a lancé un programme pour passer de 90 caméras dans l'espace public à plus de 400 à l'ère des Jeux Olympiques. Et depuis 2007, Nicolas Sarkozy qui a lancé beaucoup de subventions et d'aides au développement de la vidéosurveillance. Résultat, dans une ville, en termes de politique d'investissement, on a investi 6,7 millions d'euros dans des caméras partout dans Saint-Denis. Le budget égalité-solidarité, le budget investissement dans le même temps, dans une ville où le taux de pauvreté c'est 37%, on n'investit que 2 millions d'euros. Ça veut dire qu'on a investi plus de 3 fois plus en caméras de vidéosurveillance totalement inutiles quand on regarde d'un point de vue scientifique, chiffré et quantifié scientifiquement, qu'on voit l'inefficacité globale des caméras par rapport à des agents sur le terrain et de la médiation. Et dans l'une des villes les plus pauvres de France, on a ce déséquilibre. Pardon. C'est marrant parce que ton intervention, elle résonne aussi avec un commentaire là de Batmax qui nous dit qu'il faut remettre le travail de police au cœur de tout ça. Les CAM et l'IA s'intègrent dans un contexte de gestion de la pénurie. Écoutez, je vais vous proposer, puisqu'on parlait quand même de politique et de régulation, de passer justement à cette deuxième discussion autour de la souveraineté numérique et la géopolitique numérique. Je pense que c'est dans la continuité. On va faire exactement, sauf si Juliette et Pierre, vous leviez la main, vous aviez quelque chose à dire par rapport à cela, mais faites très très court pour qu'on parle un peu de souveraineté numérique. En fait, j'ajoutais juste sur Alexandre, avec qui je suis d'accord, là-dessus aussi, évidemment. On a sur la vidéosurveillance, on confond souvent l'impression de sécurité et les résultats réels. Et les vrais retours d'expérience et les vraies études, en fait, ne sont pas vraiment en faveur de la vidéosurveillance parce que au combien même elle marche, en fait, elle ne fait que déplacer la violence. Et il en sera de même avec la IA, c'est-à-dire que les quartiers riches, ils auront leur vidéosurveillance IA,
Et puis, moi, je vis en zone rurale ou Alexandre à Saint-Denis. C'est sûr que l'AIA sera pas Ok. Je pense qu'Alexandre à Saint-Denis sera bien servi en matière de surveillance IA, hein. Je crois qu'il sera même mieux servi qu'à Neuilly-sur-Seine. Alors, merci. Juliette, très court. Il y a aussi Solange qui voulait poser une question. Oui, moi, Oui. je pense que tout ça, ça a un rapport aussi avec une transformation sociale. Vous aviez auparavant, la société se régulait par la surveillance de tous par tous, mais de façon plus physique. Je vais vous dire, voilà comment je perçois les choses. C'est-à-dire que plus globalement, vous étiez surveillé par votre voisin, voilà, il y avait le commérage, enfin, il y avait énormément de choses. Les gens se surveillaient les uns les autres. L'étranger du village, le dernier arrivé. Donc, vous aviez une société qui était beaucoup plus dans le lien social, des gens qui se connaissaient mutuellement. Donc, l'étranger était surveillé parce qu'on se méfiait. Et quand je dis étranger, je ne parle pas comme aujourd'hui de l'étranger qui n'a pas la nationalité française, hein. Ce n'est pas la question. Donc, on assiste à une double transformation avec la question de l'individualisation et en même temps de l'isolation des personnes et des liens sociaux qui sont de plus en plus aussi numériques et d'un effet démultiplicateur, y compris pour les manifestations, y compris pour les éventuelles organisations, effectivement, d'actions sur le terrain ou autre. Donc, la question de la vidéosurveillance et de ces moyens technologiques répond aussi, et je ne dis pas que c'est bien, hein, attention, répond à ce déplacement de la surveillance sur la sphère numérique. En fait, maintenant, on nous surveille aussi sur les réseaux Et sociaux. d'une société peut-être plus individualiste, c'est ça? C'est de la surveillance du tous par tous, mais par trace numérique, y compris quand on prend votre visage et qu'on fait de la reconnaissance faciale ou quand on suit vos mouvements sur Twitter ou le type de post que vous faites. Donc tout ça, ça doit avoir... En fait, on doit avoir une réflexion globale. Notre société est en train de se transformer complètement avec le numérique et tout ça nécessite une réflexion très profonde sur la démocratie, effectivement, et sur qu'est-ce qu'on fait de nos corps biologiques, parce qu'il y a une véritable atteinte à notre identité biologique parfois. Ok, merci Juliette, c'est un point effectivement très intéressant de ce changement de société. Bonsoir Solange. Bonsoir Fatia. J'interviens parce que les intervenants ont des réflexions intéressantes. Pour autant, Alexandre, une personne de votre famille se fait massacrer, je vais dire massacrer, mais ne vous arrêtez pas sur ce terme, par une personne vue en vidéo qui vous a tué votre famille. Quel est votre comportement? Vous acceptez pas, vous remettez en cause la vidéo alors que votre famille dit « Je me suis fait caramboler, ma femme, mon gosse sont morts ». Qu'est-ce que vous dites? La politique, c'est pas d'agir en fonction de ce qui nous arrive individuellement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Solange, la question que vous posez, c'est la même question que sur la peine de mort. Oui. Si vous demandez à quelqu'un, on a tué l'un de vos proches, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Amplement d'accord. C'est une question de recevabilité de la preuve. Là, on n'est pas sur de la condamnation. C'est pour ça que moi, je dis qu'il ne faut pas interdire. C'est pour ça que moi, j'ai dit non pas pour l'interdiction à 100%. Je ne suis pas pour qu'on surveille tout le monde, mais je pense que ça doit être recevable en termes de preuves. Tout à fait. Voilà, c'est exactement sur le point sur lequel je voulais insister. Là, je suis parfaitement d'accord. Sinon, c'est sans fin. Mais par contre... Merci pour la question. C'est sans fin. Mais par contre, Juliette a bien répondu. Voilà, c'est cela dont je voulais parler. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tout ça fait baisser la violence de la société? Et quel est son impact réel sur... Est-ce que la vidéosurveillance a fait baisser la violence dans la société? C'est non. C'est non. Est-ce que la violence a permis de savoir si telle ou telle personne était assurable ou pas?
est-ce que la violence a permis de mettre en évidence qui est victime et qui est agresseur, etc., etc. Alors, je vais vous reprendre concrètement parce que vous Alors, nous oui. adressez à des personnes, vous avez posé une question individuelle. Moi, dans mon cas, à moi, j'ai 2 personnes qui me sont très proches et qui ont été arrêtées de manière extrêmement violente. Tout ça parce qu'ils étaient activistes qui défendaient le climat, qui étaient dans une démarche de sensibilisation aux enjeux, qui n'ont ni tué personne, ni violenté, ni cassé quoi que ce soit. Et du coup, il faut aussi redéfinir où est la violence. Et je pense que dans la société Voilà. C'est On est bien exactement d'accord. le point sur lequel je voulais Et, arriver. Ils n'ont et pas là, commis de délit. Pierre, Ils n'ont pas c'est commis de délit. C'est exactement le point absolument voilà. où je pas de délit. voulais arriver. Et, Ils n'ont et, pas C'est commis de exactement délit. ça. C'est Attention, vous parlez abusif. tous en même temps là. et moi, mes proches n'ont tué personne. Et ben voilà, ils n'ont pas commis de délit, donc l'usage est abusif. Oui, mais Juliette, je me permets 2 secondes, je comprends ce que tu dis, je comprends ton Voilà, point moi de c'est vue, mais recevabilité de simplement, la preuve, Juliette, comme une empreinte digitale. oui, mais Juliette, dès le moment où tu ouvres une brèche et une forme d'exception, et on le voit avec le mot très galvaudé juridiquement du mot terrorisme. Dès le moment où tu ouvres des exceptions, les exceptions s'inscrivent à la fin dans le droit ordinaire, c'est systématique. Et tous les exemples de la Ve République sur Oui, ces mais moi sujets je te suis le mère montrent. de famille et tout Mais moi, ça, donc si on me Juliette, fait un truc à l'un de mes enfants, je suis comme Solange, je prends la preuve. Juliette, je suis homosexuel, j'ai eu à faire face à des répressions très dures dans l'espace public sur qui je suis et ce que je suis et ce que je représente. Et je peux te dire que déjà, les caméras, dès le moment où ça dessert des interactions avec la police, comme j'ai pu avoir pendant la réforme des retraites, les caméras, il n'y a plus. Donc ça va toujours que dans un sens. Et la deuxième chose, c'est que, je te le dis franchement, en tant qu'acteur politique, on se doit, comme Pierre l'a dit et comme je le dis et je l'ai dit tout à l'heure aussi, nous devons prendre le recul du cas individuel pour voir la question de politique et la question sociétale, parce qu'on ne peut pas réfléchir uniquement sur la question de l'émotion, parce que Non, mais le l'émotion est droit quelque chose à qui est la trompeur. vie, Non, mais c'est le pas droit à l'émotion, la vie, Alexandre. Allons. le droit à la vie, donc de ne pas se faire assassiner en pleine rue ou ailleurs, le droit à la vie Alors, et à la sécurité, c'est les 2 premiers droits fondamentaux qui permettent tous les autres. Si vous êtes mort ou si vous n'êtes pas en sécurité, que vous êtes obligé de rester enfermé chez vous parce qu'il y a des violences atroces à l'extérieur et qu'on vous tue, eh ben, vous n'avez pas d'autres. Oui, mais Vous Juliette, voyez c'est ce quoi que je la veux dire? sécurité? alors, Donc attends, la Quelle excusez-moi. définition tu réflexion, donnes à la Pardon. sécurité? Alors, Bon, j'ai déjà, mis caca, en fait. si le crime, vous avez des preuves qui sont disponibles, on a des avancées scientifiques, on a les traces ADN maintenant, les traces, les empreintes digitales, la reconnaissance faciale, quelque part, c'est aussi quelque part une preuve. Je ne dis pas par contre que ça doit être utilisé, on ne doit pas prendre vos traces ADN et vos empreintes digitales en l'absence de crime ou de délit. Donc, ce qui vous arrive à vous en tant que personne alors, homosexuelle ou aux proches de Monsieur Ristic, ça n'est absolument pas normal. Moi, je suis choquée et je vais vous dire très franchement, je suis très inquiète pour notre démocratie, effectivement. Moi, je suis inquiet si on généralise cet outil, justement, parce que là, en fait, vous faites mi-chemin, c'est-à-dire vous dites, ça peut être une preuve juridique, mais en même temps, il ne faut pas l'autoriser systématiquement. Machin. Non, En fait, Non, mais à c'est partir dans vous du le rentrez moment dans cadre un entre-deux pénal. Moi, je étrange. suis pour dans le cadre pénal du flagrant mhm. délit, dans le cadre pénal. Voilà, Donc, parce qu'il vous y a des autorisez la cas. reconnaissance faciale dans l'espace public. évidemment. Je suis, quand il y a un crime ou autre, si on a pris des images de vous, l'usage après du logiciel, s'il y a un crime qui est commis devant une caméra, j'en sais rien, et qu'on voit du coup le visage, et que voilà, on a la capacité par la reconnaissance faciale, comme on aurait pris une empreinte digitale ou de l'ADN, eh bien oui, là, dans ce cas-là, on peut utiliser ce logiciel-là, mais le déployer 24 heures sur 24 pour faire du crédit social, arrêter des manifestants pacifistes ou embêter ou harceler des personnes homosexuelles, ça, effectivement, c'est totalement anormal. Alors, Non, ça dépend la personne au pouvoir. Si vous donnez ces Voilà, technologies-là à c'est ça Marine le Le Pen, problème.
je C'est vous le dis très l'abus, c'est franchement, l'abus. vous prenez une photo des manifestants et tous les militants éco-terroristes, pour reprendre l'expression de Fabrice, tous les militants woke, les fameux transactivistes dépeints par les TERF, etc., reconnaissance faciale et terminado. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des questions de Bah, droits vous faites Non, votre mais fondamentaux. illusion Alexandre, déjà c'est sur pas l'idée que ça ne Twitter. puisse Vous pas mettez déjà être votre en une photo. pratique. notion de délit. Au Vous- secours, c'est une notion voilà. de délit. Vous Oui, mettez mais alors, déjà, Une on notion est de bien, délit. on est bien d'accord qu'il va falloir aussi bien déterminer, en c'est fait, ça, tout en simplement matière voilà. pénale, en termes de Ok. preuves, c'est-à-dire d'outils d'investigation pour permettre l'arrestation du coupable. Alors, oui, oui. Voilà. Alors là, on a tout à fait compris. Je vais exprès, je suis désolée, couper parce que j'ai annoncé tout à l'heure la deuxième discussion et on a pris la question de Solange qui était aussi très intéressante et qui a permis en fait ces échanges. Mais comme je vois déjà l'heure passer et que théoriquement on avait promis jusqu'à 22h30, je vais avancer. Je sais qu'il y a SBG qui a demandé aussi la parole. Je lui demande juste encore de patienter. On va vous poser des questions parce que c'était des sujets sur lesquels vous vouliez aussi vous exprimer. C'était sur la souveraineté numérique et la géopolitique. Et si vous voulez bien, on va faire, comme tout à l'heure, des questions fermées et ensuite on va revenir sur un ou deux points pour chacun. D'accord et SBG, Solange, vous pouvez rester avec nous. Et toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez répondre aux questions, vous pouvez également, puisque la consigne, c'est si vous voulez répondre oui, vous avec un pouce levé, et puis non, avec un pouce en bas. Voilà. Alors, rapidement, 8 questions de suite, pas facile. La souveraineté numérique européenne est-elle réalisable face aux géants technologiques américains et chinois? Ensuite, doit-on sacrifier encore un peu plus notre droit à la vie privée pour renforcer notre sécurité? On y revient. Ensuite, la souveraineté numérique européenne est-elle un concept d'avenir ou un truc totalement ringard? Un concept d'avenir pouce en l'air, un truc ringard pouce en bas. À l'heure où les USA prennent le tournant libéral et ouvert avec les cryptos, l'Europe doit-elle rester sur la défensive? Faut-il encourager le développement des J'ai pas technologies? dit. Pardon, faut-il... J'ai pas dit qui répondait, mais Non, non, vas-y. non, on donnera le résultat à la fin, ce sera plus drôle. D'accord. Faut-il encourager le développement de technologies numériques libres et open source pour renforcer la souveraineté numérique européenne? Alors, 3 oui. Ok, vas-y. La relocalisation des infrastructures numériques est-elle suffisante pour assurer notre souveraineté? On dirait Oh. un QCM à Sciences Po, en fait, ce truc. Le Il capitalisme reste de des questions. surveillance nuit-il à la démocratie? Et il faudrait répéter parce que Le capitalisme de surveillance nuit-il à la démocratie? Là, c'est pas du niveau de Sciences Po, là. C'est niveau seconde ou première. Doit-on, comme Sam Altman le préconise, profiter des bouleversements promis par l'IA pour introduire le revenu universel? Bon, celle-là, on en a déjà amplement discuté. Alors, j'ai pas la première, j'ai pas noté les réponses à la première. La souveraineté numérique européenne est-elle vraiment faisable face aux géants technologiques américains et chinois? On revote à nouveau là-dessus parce que j'ai pas noté. Ok, que des oui. Que des oui. Il y a pas mal de consensus. Ok. cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail à fournir. Ah ben. On va dire que c'est un Il y a un paquet de monde objectif. pour en arriver là quand même, hein. Alors, Beaucoup de boulot. par quoi est-ce qu'on peut commencer? Il y a quasiment unanimité à peu près partout, en fait. Non, alors en fait, tu La as crypto. Il y tu a as il y a 2 il y a un désaccord sur la sujets. crypto. Alors Tu as 2 sujets. en Voilà, tu as la crypto et puis tu as, et Sam pour la Altman fin, et le voilà. revenu Ouais, universel, mais ça, ouais. on a bien Oui, détaillé. mais on peut revenir sur Alors la la crypto, crypto. en guise d'introduction, là, les États-Unis ont toujours été extrêmement frileux avec la crypto et là, paf, ils ont vraiment pris le tournant, libéral, donc c'est bon, ils y vont à fond. L'Europe est extrêmement frileux et a pris une première série de mesures qui vont, enfin, qui sont en train de faire fuir beaucoup de monde. C'est clairement pas en Europe que ça se passera. Parmi vous, il y a guère qu'Alexandre qui considère que l'Europe devrait être plus ouverte avec les cryptos? Non, parce qu'en fait, la question n'était pas formulée comme ça. C'est est-ce qu'on doit s'emparer du sujet davantage? Oui, clairement, on doit s'accaparer davantage le sujet parce que de toute façon, la question de la crypto, alors déjà,
c'est un sujet vraiment spécifique, la crypto, parce qu'on est dans une situation où, bon, déjà, il y a des tentatives de travailler ces questions avec l'euro numérique. En tout cas, on touche à ces sujets-là. Mhm. L'euro numérique qui n'est pas, qui peut avoir des avantages et des inconvénients. Moi, je suis pas totalement opposé à l'idée à la base de l'euro numérique. Ça dépend comment on pose les choses et surtout qui s'occupe du sujet, parce que jusqu'ici, la Commission européenne a donné une part majeure du téléguidage de ces dossiers-là à des acteurs extra-européens, pour ne pas les nommer. Et donc voilà, maintenant, les cryptos en eux-mêmes, bon, c'est très compliqué de les maîtriser parce que justement, c'est un élément qui à la fois est très inséré dans le capitalisme et qui en même temps un élément qui dans son codage initial est quelque chose, j'essaye de pas être long, hein, parce que sinon je ne peux pas y passer des heures, mais qui dans son codage initial, notamment par exemple sur le Bitcoin avec Satoshi, a été créé comme quelque chose qui se veut alternatif à un système établi. Donc, les cryptos ont des choses des choses à explorer et à offrir à la société. Maintenant, et je terminerai sur ça, c'est quand même la question de la preuve de travail. Maintenant, ça a beaucoup, enfin, ça évolue quand même sur la question de la preuve de travail, mais c'est quand même extrêmement énergivore. Ça consomme énormément de racks de serveurs, d'énergie électrique. Et c'est presque, enfin, c'est un non-sens écologique de miner de la crypto de cette façon-là. Donc, encore une fois, l'outil en lui-même, enfin l'objet crypto-monnaie est un élément qui peut être intéressant, mais qui est soumis à beaucoup d'alertes, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales, et qu'elles soient sur la réflexion sur la façon dont on gère la question de l'économie, de la monnaie, et du rapport aussi à la proximité, à l'économie locale. Désolé, Mais alors, donc, pour résumer de façon courte, l'hyperrégulation européenne te convient ou au contraire, tu penses qu'on devrait laisser plus de place à la possibilité d'avoir aussi en Europe de l'innovation crypto? Non, je pense qu'on doit laisser de la place à l'innovation crypto. Maintenant, encore une fois, il faut du cadre pour pouvoir jalonner tout ça. Ah ben là, on a un En fait, cadre j'ai qui toujours jalonne au point que tout le monde se barre, donc c'est… Oui, bon, là, sur ça, je peux pas dire parce que j'ai pas étudié suffisamment le sujet sur la question de la Commission européenne. Mais je sais que il va falloir laisser de la place à l'innovation. Maintenant, le souci, c'est que quand tu dérégules totalement, on arrive à des situations totalement ubuesques. Et je pense que Pierre, il pourra beaucoup en parler sur la question écologique, mais pas que, parce que Pierre se réduit pas qu'à la question écologique. Et voilà. Et en effet, la crypto, en fait, on réduit un peu le problème. La crypto, on a un système d'authentification qui est extrêmement performant et en cela, c'est vrai qu'il faut continuer à innover parce que l'authentification crypto, elle a un sens dans pas mal d'applications. Mais comme système, alternatif à la monnaie, bah, on a vu que bah, c'est là, ça rejoint même si la théorie est très ouverte, ça rejoint le système capitalistique et complètement climaticide. Donc, je rejoins Alexandre avec le ça dépend parce que c'est vraiment un débat qu'on devrait Ah bah voilà, merci. c'est parce que pour ou contre la crypto, c'est waouh, il faudrait une demi-journée, hein. Mhm. Alors moi, je vais ajouter un point. Je pense que quelque part, de toute façon, la crypto, comme dit, c'est un système alternatif à la monnaie au départ. C'est bien ça le but. Donc ça n'est adossé sur rien, hein, en général. Et c'est bien ça la problématique, c'est que plus vous avez en fait une puissance économique qui est basée sur de la crypto, et plus les risques monétaires systémiques et sociaux associés, sans compter les risques effectivement liés à toutes ces dépenses énergétiques nécessaires pour faire fonctionner cette crypto, sont énormes. Donc en fait, c'est une déstabilisation potentielle gigantesque pour l'Union européenne et l'euro. Donc, bien entendu que la Commission européenne légifère, et bien entendu, si on veut de la stabilité de l'euro, il vaut mieux légiférer. Et moi, personnellement, l'euro crypto, je suis plutôt contre. Qu'est-ce qui te refroidit dans l'euro crypto? La déstabilisation de la monnaie telle qu'on l'a. Bah, c'est la L'euro BCE, déjà, elle va pas se déstabiliser elle-même, c'est la BCE. non, mais justement, c'est-à-dire que là, quand on prône de la crypto, si on veut de la vraie crypto,
elle n'est pas adossée. Si c'est pas de la crypto, si c'est adossé à de l'euro réel, avec une garantie de la BCE, Bah, c'est ça quelque le part, crypto-euro. hormis le fonctionnement numérique de l'euro crypto, ça n'est plus vraiment de la crypto. Je ne sais Tout à pas fait. si vous voyez ce que je veux dire Oui, d'un oui. point de vue économique. Donc, si on veut de la vraie crypto Parfaitement. pour l'euro, Parfaitement. ça n'est plus du coup une monnaie adossée. Donc, ça veut dire que c'est un risque économique majeur. On a déjà vu ce qui s'est passé en 2008 avec les banques. On voit les effets que ça peut avoir Ça n'a pas sur du tout la même l'économie dimension que les réelle. banques, hein. Non, mais ce que je veux dire La par capi du là, Bitcoin, ça doit être l'équivalent de Nvidia, pas plus. non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons qu'on passe à de l'euro crypto, enfin, déréguler tout ce que vous voulez. Pourquoi moi je suis contre? Parce que je considère que ça n'est pas quelque part l'objet de la BCE. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des technologies qui sont très intéressantes, mais ça doit rester, à mon sens, marginal. Et de toute C'est-à-dire que façon, pour toi, la création monétaire doit être l'exclusif des banques de guichet, à travers le mécanisme de exactement. crédit. Oui, moi je pense qu'effectivement, si on veut avoir un système fonctionnel, il vaut mieux s'en tenir à des choses régulées. Après, je sais très bien qu'il y a des tas de systèmes Mais alternatifs. ça Il y a de la c'est régulé, le crypto-euro, c'est la BCE qui va les émettre. ben justement, mais ça n'est plus on est à un tel stade de régulation que peut-on encore parler de crypto? Mais je pense que Mmh. le mieux, je pense, Ah bah non, on ne peut pas voilà, parler de c'est crypto. Pour être clair, tout le monde s'est barré en Suisse, hein. et ben c'est C'est pour ça que je vous dis très franchement, Et demain, après la voilà, crypto, il ça y n'est aura plus, quoi? c'est pour ça de la crypto pure pour l'euro, moi je vous dis non. Voilà. Moi je vous dis, je ne le sens pas pour des questions de risque. Il y a trop de risques pour les habitants de l'Union européenne, la France, les Français. Je préfère qu'ils aient de la monnaie fonctionnelle, qui ne soit pas Ah, tu veux après dire, tu veux soumise à... carrément leur interdire de posséder des cryptos? Non, je dis simplement que ça n'est pas l'objet de la BCE. Je pense que vous Et que comprenez quand même ce que Alors je vous pense-t-il dis. de la basto? Parce Je, que après la crypto, il peut y alors avoir la basto, n'est-ce Solange, pas? Parce que heu, c'est complètement. Non, mais attends, Fadila. La crypto, pourquoi pas la basto? Le jour où on invente la basto, après la crypto, pourquoi ça ne marcherait pas? Qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas? alors, le attends Fadila, il y avait quelqu'un qui lève la main et qui attend depuis très, très longtemps Oh, pardon. donc quand la co-hôte, elle intervient, je sais que depuis tout à l'heure, Excuse-moi, on me excuse-moi, coupe, j'ai du mal à finir mes phrases. Alors, maintenant, on me dit: «Fadila, tu attends». Heu Alors qui voulait intervenir? SBG, ça fait un bon petit moment, donc c'est juste, être, essayer d'avoir un petit peu des tics, donc désolée, là j'interviens un peu. Bonsoir, SBG qui voulait intervenir depuis un bon moment, que j'ai fait patienter et puis on a Black, je crois, après. Bonsoir. Oui, bonsoir Fadila. Je peux vous poser une question, est-ce que vous m'entendez On vous entend parfaitement bien. Ok, très bien. Évidemment, pour commencer, je vous remercie pour la proposition et puis l'animation du space, hein. Donc, voilà, même le système de sonder les invités sur savoir s'ils sont d'accord ou pas, je trouve que c'est vraiment pertinent. Et puis, bien sûr, les thématiques, elles sont cruciales et puis et passionnantes. Et que moi, du coup, très très rapidement, juste pour revenir sur le sujet précédent et après poser une question, moi, c'est vrai que, comment dire, ce qui est en termes de reconnaissance faciale et le fait que, voilà, il y a des caméras qui éclorent partout, dans les villes, dans les municipalités. Moi, je trouve que, effectivement, c'est pas neutre, en fait, c'est vraiment pas neutre parce que je pense que ça a des effets, ça induit des biais, en fait, chez les individus de savoir on est sous surveillance. Voilà, je pense que ça peut influencer le comportement des individus de manière consciente et inconsciente. Et après, effectivement, la question de la pertinence du coût et de savoir est-ce que c'est plus positif ou plus négatif se pose. Et du coup, je pense que la personne, il y a une personne qui a parlé du fait que c'était pas spécialement, ça valait pas nécessairement le coup. Donc voilà. Mais du coup, moi, ma question, en fait, c'est que
C'est vrai que les services numériques, ils sont largement voilà, américains, d'origine outre-Atlantique, c'est incontestable, et que ça participe à une américanisation de la vie et de notre manière de percevoir les choses. Et en fait, je me pose la question dans quelle mesure, en tant qu'Européen, puisqu'en France, on forme toujours les meilleurs ingénieurs du monde, comment est-ce qu'on pourrait finalement recouvrer notre souveraineté numérique, en fait, et vraiment moins dépendre, oui, effectivement, des États-Unis. Voilà, merci. Alors moi, j'ai pas entendu très bien la question parce que je crois qu'il y avait un problème avec votre fil. Est-ce que tu as entendu la question, Fabrice? Non, ça crachotait. Voilà, c'est ça. J'ai entendu qu'il Ah, demandait comment construire notre souveraineté numérique face à toutes ces technologies américaines. c'est une bonne question. Je sais pas si vous souhaitez Alors, réagir à cela, il oui? a fait un pouce, donc il est d'accord que c'était sa question. OK. Bonsoir tout le monde. Écoutez, moi je veux bien répondre si Alors, quelqu'un me donne la parole. attends un petit instant parce que je crois que la question c'était pour les invités, hein, vous allez prendre la parole juste après. Je sais pas si, Juliette, Pierre, Alexandre souhaitait réagir et répondre? Oui, merci beaucoup pour la parole, Fadila. C'est une question super vaste. Alors moi, j'ai tendance à parler plutôt d'autonomie numérique stratégique, même si j'utilise beaucoup le mot souveraineté parce que c'est le terme un peu vendeur et Fadila le sait et Fabrice aussi que c'est très difficile de parler de numérique d'un point de vue politique aujourd'hui. Donc tous les mots qui peuvent accrocher un peu l'intérêt, on l'utilise. Pourquoi autonomie stratégique plutôt que souveraineté à la base? Parce que la souveraineté, ça ramène au caractère souverain et donc à la question de l'État. Mais il n'y a pas que l'État qui est acteur de cette autonomie numérique stratégique et de cette maîtrise d'un écosystème numérique et économique. Il y a les associations, il y a les entreprises, il y a les entrepreneurs, il y a les business angels, etc. Donc c'est tout un écosystème complet. Et les Euh, infrastructures, hein, il me et, semblait que c'était un de tes sujets. Bien sûr, non, mais quand je dis, là, je parle d'acteurs, mais Bien après, il y a sûr. tout ce qui est derrière. Déjà, je pense qu'un moyen de gagner de la souveraineté numérique à échelle continentale et à échelle nationale, c'est déjà, par exemple, de voir les arrêts Schrems 2 et bientôt Schrems 3 comme des sources non négligeables de business et de création de valeur. C'est-à-dire que dès le moment où vous interdisez certains types de transferts de données outre-Atlantique, vous favorisez au niveau continental et au niveau national un écosystème local et vous faites tourner des choses qui, du coup, permettent à travers la commande publique, qui doit être une arme, un instrument économique qu'on doit utiliser, qui doit permettre de générer comme ça du business et du cash. Ensuite, il y a la question, par exemple, de l'économie du cloud. Ça, on n'y insiste jamais assez. Actuellement, il n'y a que 19% des entreprises qui ont basculé dans le cloud. Ça veut dire qu'il y a encore une énorme aire de chalandise à capter pour le tissu entrepreneurial continental et français sur la question du cloud, sachant qu'actuellement, sur ces 19% d'entreprises, les 3/4 sont des clients du marché européen du cloud, optent pour des solutions GAFAM, AWS, Azure ou Google Cloud. Donc ça veut dire que, par exemple, sur la question du cloud, il y a aujourd'hui une énorme prise de conscience de la part des acteurs politiques via l'instrument de la commande publique, etc., de se dire qu'il faut impérativement qu'on bascule sur le cloud avec des acteurs continentaux et français qui n'ont pas des actifs qui ont été rachetés, etc. Donc ça c'est un premier élément. Il y a aussi la question du Chips Act, par exemple, sur la question du semi-conducteur, qui est extrêmement insuffisant, parce que toute politique de planification industrielle au niveau européen a été sabrée par la concurrence européenne libre et non faussée. Donc ça, il faut par exemple mettre un terme à ce dogme idéologique de la concurrence européenne libre et non faussée qui sape toute perspective de planification industrielle. Et puis, on y reviendra peut-être, et je terminerai sur ça, Fadila, pour pas être trop long, mais c'est la question de la déprolétarisation du numérique à travers justement tout ce qui est le digital labor tel que pensé par Antonio Casilli et quel cadre protecteur on donne aux travailleurs et aux travailleuses par rapport, et Pierre l'a évoqué, sur les petites mains
les tâcherons de l'intelligence artificielle, à la question de la modération en ligne, à la question des travailleurs et travailleuses des plateformes, et la Commission européenne avec Leila Chaibi et bien d'autres ont fait un pas sur cette question, mais qui n'est pas suffisant sur le salariat déguisé et le contrôle des GAFAM sur ces Oui. travailleurs. Et puis, il y a la question des moyens, je terminerai sur ça. La CNIL, c'est à peu près 200 personnes qui travaillent. L'Hambourg DPA, donc l'équivalent de la CNIL allemande, c'est plus de 700 salariés. Donc moi, je veux bien, par exemple, qu'on parle de RGPD. On a transmis beaucoup de compétences aux correspondants informatique et liberté comme la CNIL au niveau français. Mais on a aujourd'hui des CNIL qui sont, pour beaucoup en Europe, totalement insuffisantes en termes de moyens Alors pour faire Alexandre, triompher ça. mmh, Voilà. merci. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui rigole, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si Pierre voulait rebondir ou pas, Je vais compléter. je vais être globalement d'accord avec Alexandre. Je vais juste apporter une perspective qui est la mienne, qui en effet, les politiques européennes, si on veut organiser la souveraineté européenne, c'est aussi une question de cohérence. C'est-à-dire que actuellement, et on n'a pas parlé assez des mécanismes de fonctionnement du Parlement européen. Le Parlement européen, vous savez qu'actuellement, il y a 42 listes qui se présentent, et donc ces listes-là, en fait, 38. 38. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai dit 42, il y en a d'autres. 38, et sachez que en fait, il n'y a que 7 groupes au Parlement européen. Donc c'est savoir dans quelle liste, dans quel groupe vont atterrir les différentes listes est un vrai enjeu politique. Donc j'invite tous ceux qui s'intéressent à la politique au niveau européen d'observer aussi les cohérences des votes et dans quel groupe vont atterrir les différentes. Parce qu'il va forcément y avoir en fait Voilà, construction de groupes et de consensus et des compromis. exactement. Et il y a des compromis, certes, parce que c'est aussi un fonctionnement parlementaire, mais la cohérence se voit aussi au niveau des votes, et ça s'observe très facilement. Et actuellement, l'Europe est gérée par un groupe qui est plutôt à droite, donc qui sont des chrétiens démocrates globalement, et elle est aux mains de mondialistes. Donc, se dire comment organiser une souveraineté européenne, bah déjà confier l'Europe à des gens qui vont être cohérents avec les programmes qu'ils défendent, parce que on va, D'accord. voilà. Alors, Merci. oui. Vas-y, Juliette. Oui, je vais ajouter un point. Ce que vous avez dit, tous, est très intéressant. Je pense, je vais juste rajouter 1 ou 2 points parce que je pense qu'il est déjà 22h28, donc malheureusement, à moins qu'on ait le droit quand même de dépasser, je ne sais pas. Si, de mon côté, oui, mais c'est vrai que Voilà. pour respecter quand même mon engagement vis-à-vis de tout le monde, Voilà. Moi, voilà. je pense que globalement, pour construire cette souveraineté numérique, effectivement, on a besoin d'investissement, on a besoin, pour la question de la concurrence libre et non faussée, d'instaurer un protectionnisme social vert et quelque part un petit peu aussi numérique. Alors, comment? Moi, je pense notamment à l'économie circulaire, au recyclage. On a beaucoup de problèmes, effectivement, de métaux rares et d'un certain nombre de choses qui sont, en fait, quand on utilise, par exemple, nos téléphones portables, souvent, ils sont renvoyés en Chine pour être reconditionnés. Donc, déjà, quand on parle de réindustrialisation, ce serait déjà pas mal si on pouvait faire en sorte que tout ce qu'on a acheté, et il y a un grand nombre quand même de matériel informatique, puisse être recyclé en Europe. Ça éviterait, voilà, que ça soit renvoyé dans d'autres pays. On C'est peut... atrocement polluant, le recyclage de ce genre de trucs. C'est pour ça qu'on le fait faire ailleurs, hein. Ouais, mais c'est peut-être là-dessus qu'il faut investir en termes d'innovation verte pour trouver des solutions moins polluantes. Parce que quand on ne recycle pas, ben, ça veut dire qu'on excave ailleurs des terres et donc on se retrouve avec d'autres problèmes géopolitiques. Notre but, c'est de dire, voilà, on a une planète globale, on ne va pas s'amuser à polluer ailleurs. Donc trouvons des solutions aussi pour que ce soit plus propre, innovons. Donc, euh, mais globalement, je suis assez étonnée d'être plutôt d'accord avec ce que disent Alexandre et tout ça, parce que c'est vrai que moi, c'est la première fois que je participe à un space
avec des personnes, des les filles, et tout et tout. Et donc c'est vrai Comme que quoi, tout est bah oui, parce possible. que moi je suis plutôt en fait au départ issue de la Macronie, donc j'ai plutôt eu accès à des spaces qui n'étaient pas remplis avec les mêmes types d'intervenants, mais je suis agréablement surprise et voir aussi que souvent on nous fait croire qu'il est impossible d'échanger et de dialoguer. Moi, je pense que le dialogue est possible. Ah bah, au moins on a peut-être réussi à faire ça. En tout cas, dans les 3 spaces qui se sont déroulés là où il y avait, alors il y avait pas à chaque fois en fait, la même représentativité, hein, des forces on a réussi à dialoguer, hein, et il y a eu pas mal de consensus, l'air de rien. Je prends une dernière, question c'est vrai que c'est le jeu un peu du live interactif, on déborde un tout petit peu, mais je compte sur vous pour essayer de répondre de manière assez, concise. Bonsoir, c'est Black Samurai, je crois. Oui, oui, bonsoir tout le monde. Bah, du coup, merci de me donner la parole. Alors, c'est vrai que je suis arrivé dans votre space il y a quelques minutes maintenant, enfin, je sais pas, il y a peut-être 20 minutes. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a fait bondir qui m'a fait bondir de ma chaise, c'est que vous employez des termes comme crypto, mais en fait, sans définir ce que c'est et sans expliquer en fait que, bah, je vais être clair avec vous, que Bitcoin ne rentre pas dans le cadre de ce que vous appelez crypto, puisqu'en fait 99 des crypto-monnaies, en fait, c'est de l'arnaque. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Je vois que bon, ben, il y a des personnes de différents horizons, de différents mondes, avec chacun ses compétences, forcément, qui amène sa pierre à l'édifice, et c'est très, très bien, et c'est extrêmement enrichissant. Maintenant, bon, comme l'expliquait tout à l'heure Alexandre, la question de la souveraineté, c'est quelque chose de très vaste et de très complexe qu'il aurait aussi fallu définir comme le terme crypto pour pouvoir vraiment comprendre les enjeux qui nous attendent. Et Vous avez besoin qu'on vous apporte, la définition pour les 2 termes? non, parce qu'en fait, je sais pas, est-ce qu'il y a des bitcoiners, par exemple, ici, qui savent ce que c'est que Bitcoin et qui l'utilisent depuis des années Oui. pour pouvoir parler de Ok, cool, Fabrice. Ok. Donc moi, voilà, juste pour pas prendre la Bah parole trop et la longtemps, je vais finir. souveraineté, Oui, également? bah Parce que attendez, je vais vous y avez arriver. Bah, si vous non, me mais laissez parce que pas. vous nous dites Bah, qu'on n'a juste pas laissez-moi défini. terminer, madame, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, juste par rapport à ce que j'ai pu entendre, en tout cas, sur les 15 ou 20 dernières minutes, les solutions dont vous pouviez parler, c'était forcément, ça doit venir, entre guillemets, hein, d'un État, d'institutions, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, c'est certainement votre fibre politique qui vous mène dans ce sens-là, sauf que on est dans un changement de paradigme à l'heure actuelle dans la société. Et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, la souveraineté, elle va venir des individus, par leur connaissance, en fait, par leur éducation, parce qu'en fait, on oublie ça. Mais l'éducation, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, et que cette souveraineté, que peu importe qu'elle soit souveraineté personnelle, que ce soit sur les données, que ce soit sur la monnaie, que ce soit sur plein de sujets, elle viendra par le technique, puisque aujourd'hui c'est le technique dans une société qui est incertaine, qui va primer sur la confiance qu'on peut accorder entre les individus. Et donc je voulais simplement vous D'accord, dire ça. Voilà, tout simplement. Merci de OK. m'avoir donné la parole. C'est normal. Il y a Alexandre, qui souhaite vous répondre et Juliette également. Alexandre? Allô, Alexandre? Es-tu là? On n'a Ah, pas de il a un bug. Bon, Juliette? bah, il va revenir. oui. Alors, bon, déjà, je vous remercie hein, pour vos remarques. Effectivement, bah, c'est pour ça que je disais que c'était pas de la crypto, ce que proposait l'Union européenne actuellement. Mais c'est vrai que les délais sont courts, donc c'est un peu compliqué d'entrer dans les détails. Mais en gros, ce qu'elle fait, c'est de la récupération des technologies, c'est-à-dire, voilà, le blockchain, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui sont assez spécialisées, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ce que vous dites, je trouve que c'est intéressant parce que vous avez l'impression d'acquérir du pouvoir parce que voilà, vous maîtrisez la technologie, parce que vous utilisez telle ou telle chose et ça a un effet grisant. Mais quelque part, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous êtes aussi dépossédé. Voilà, moi je parle aussi de dépossession parce que quelque part, tout le temps que vous donnez au digital, bah, c'est une autre façon de vivre, hein.
je pense, je ne sais pas où vous vivez, comment vous vivez, si vous êtes un geek ou autre. Bon, moi, j'habite au départ un village de 240 habitants à la campagne. Nous n'avons eu la DSL qu'en 2014 et on a fait une fête au village parce qu'on a eu la DSL. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On avait du bas débit jusqu'en 2014. Donc tout ça, c'est effectivement un grand changement de vie, hein, en 10 ans, vous vous rendez compte. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pensez que vous maîtrisez les choses, que vous maîtrisez votre monnaie, que vous maîtrisez, que vous acquérez de la souveraineté, mais c'est une illusion. En fait, vous devenez de plus en plus dépendant aux écrans, dépendant à la présence de votre téléphone portable, dépendant aux nouvelles technologies, dépendant à la mondialisation, dépendant de plein de choses. Mais c'est une interdépendance. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais de l'autre côté, ce sont de nouveaux risques. C'est-à-dire que si demain, les crypto-monnaies s'effondrent, imaginons vous êtes passé sur les crypto-monnaies, vous pensiez avoir le contrôle, en fait, vous n'avez plus le contrôle. Si vous pensiez avoir le contrôle de votre liberté, finalement, en fait, vous êtes tracé de partout. Vous pouvez vous retrouver dans des gouvernements qui Fabrice, organisent la société s'il à vous la plaît, Fabrice. chinoise. Vous Juliette, voyez? quelqu'un qui maîtrise vraiment la crypto, au sens où qui a son wallet self-host, qui vraiment comprend ces technologies, sera tout à fait en mesure d'échapper à la surveillance, il n'y a pas de problème. Non, je ne parle pas de la surveillance de la crypto, je parle là de la De la surveillance surveillance tout court. du La du surveillance tout crédit court. social. Là, je mélange tous les sujets, Non, hein, mais j'en quelqu'un suis, qui comprend la crypto est parfaitement apte à comprendre la surveillance au sens global dans le numérique. voilà, Mais mais je parle du crédit Ça, c'est effectivement une question de social, de connaissance. plein de choses. Pareil, Euh, il pourra y mais échapper. quelque part, vous pensez que mais vous vous rendez compte d'être obligé de le faire? Juliette, en fait, je pense rien Ah du tout oui. parce qu'en fait, vous parlez à C'est ma ça place. le problème, Juliette, c'est qu'en Juliette, fait, vous vous rendez compte la vie qui change comme Oui, ça? oui, non, ah non, oui, oui. Juliette, la vie, elle change pour vous parce que vous avez fait un pas énorme. En fait, il y a eu un fossé énorme entre votre découverte de la DSL et aujourd'hui, on est sur l'intelligence Non, je savais artificielle. que la DSL Attendez, existait, hein. oui, je sais que vous Attention. saviez. Mais madame, moi, j'ai commencé l'informatique tout seul, j'avais 9 ans. J'avais un forfait AOL de 2 heures avec un modem 56K. Je ne sais même pas si vous avez connu ça. Donc, en fait, Internet, c'est un outil. Quand vous parlez de dépendance, c'est parce qu'en fait, vous avez simplement le prisme de l'utilisateur. Le prisme, c'est comme un enfant. Un enfant, on ne lui met pas un iPhone dans les mains. On lui met un Raspberry Pi, on lui met un nano-ordinateur qui va apprendre à monter, qui va apprendre à construire Non, et mais qui va vous apprendre à inquiétez programmer. pas Attendez, pour attendez, moi. attendez, juste je termine. Non, mais je Je comprends, mais m'inquiète pas là, pour vous, Juliette. ne définissez pas ma personne, vous Non, connaissez pas je ma vie. définis pas votre personne, madame. Je vous J'ai eu donne un mon ordinateur à 13 ans. très, Vous très inquiétez bien, pas pour Juliette. Et moi donc, et je fais et, plein de choses avec et donc, quand l'ordinateur. vous dites, quand vous prenez la position de dire, oui, mais en fait, vous deveniez dépendant. Non, on n'est pas dépendant puisque on peut avoir un peu. Et moi, il n'y a pas de crypto, madame. Le terme crypto, il est fallacieux. Donc, je vous dis Bitcoin. Donc, vous pouvez avoir un peu de Bitcoin, vous pouvez avoir un peu de pièces d'or. Oui, mais Attendez, vous laissez-moi partez finir. du principe que vous êtes indépendant, mais demain, vous n'avez Oui, plus de mais attendez, madame, connexion je vais y web. venir. Mais madame, je Vous vais y comprenez que venir. vous êtes dépendant Je vais y du venir sur un sujet. fonctionnement des technologies. Madame, Bah je vais y oui. venir. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est comme si moi je vous dis, mais madame, votre terrain, même si vous avez votre patate, vous êtes dépendante de l'eau qui va arriver sur votre terrain, vous êtes dépendante de l'État qui va vous dire si à un moment donné vous avez le droit ou pas de cultiver votre terrain. Mais en fait, madame, à ce jeu-là, en fait, sur tous les plans, on est tous dépendants de quelque chose. Ben oui, mais c'est évident, on est dépendant de devoir manger, on est Alors, dépendant. je Voilà, Oui, c'est vais, mais tout. vous pouvez pas je vais peut-être comparer trancher la sur un point. nourriture. Vous pouvez pas. Moi, quand j'ai effectivement, en plus, vous parlez vrai parce que j'ai effectivement un terrain qui me permet de me nourrir en cas de besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que votre ordinateur, il vous donnera pas à manger, sauf si, voilà, il vous donne des revenus. Mais quelque part, il y a une réflexion à avoir sur cette idée que vous pensez que vous êtes souverain et tout puissant, mais vous êtes tout aussi fragile qu'avant, voire Mais davantage. qui vous a dit ça, madame? Qui vous a dit Ah, qu'on pensait qu'on était souverain Non, et mais tout moi, je puissant? pense répondre à Personne, votre madame, vous a dit question. ça. Non. Mais bon, c'est alors, votre question. je J'essaie vais de mettre répondre fin, à votre question, en je vais fait. mettre fin Alors peut-être que je ne l'ai pas comprise. non, non, mais je vais mettre fin juste au ping-pong parce que vous êtes effectivement pas tout à fait d'accord. Mais par contre, moi, ce que je comprends aussi, c'est que je dirais
tous les utilisateurs aujourd'hui ne sont pas au même niveau, ils ne se ressemblent pas, et tous les Européens, c'est pareil. Donc aujourd'hui, il y a des personnes et c'est le cas de Fabrice, je sais par exemple techniquement, Fabrice sait davantage que moi, il connaît Je pense que le je concept retrouve de souveraineté, en non, mais fait, sur le plan technique, le fait et d'être dépendant ou pas il est là dépendant, le voilà. concept de souveraineté, c'est qu'un État peut être souverain, ok. Là, on parle de la souveraineté d'un individu face à cet environnement technologique. Et c'est sûr que si tu sais comment fonctionne un Raspberry et que tu peux t'éclater Voilà, à c'est bidouiller ce ça. genre de truc, forcément, tu vas avoir une appréhension de l'ensemble des technologies qui va être plus saine parce que tu vas Mais on est bien comprendre d'accord que c'est pas la, et ça c'est va pas te la créer une forme majorité de de la souveraineté. Non, mais population. Et il surtout, a Non, mais c'est raison. accessible, hein, c'est Vous accessible, avez c'est pas non plus raison, des secrets Black d'Alfred. Samouraï, et c'est Madame ça. Juliette, surtout que ma philosophie, c'est d'être Non, digital mais vous avez minimaliste en raison plus. C'est sur un point que ouais. vous avez dit. Il y a un point que vous avez dit qui était très intéressant et sur lequel vous avez 100% raison. Vous avez les personnes qui savent utiliser les technologies et qui, quelque part, seront au-dessus de la mêlée. Et puis, vous avez ceux qui seront en fait totalement, effectivement, alors peut-être pas, parce que usager, c'est déjà une compétence, mais ceux qui seront dans un stade de, on va dire, aller pour D'asservissement, de justement, voilà, peut-être d'asservissement. Ouais. Oui, d'asservissement, de complètement. victime, de Ok. ça. Là où cet asservissement est Voilà. intéressant par rapport aux précédents qui ont ponctué l'histoire de l'humanité, c'est qu'on peut s'en défaire avec des connaissances qui sont disponibles et gratuites. Ce qui est quand même mieux que pas mal Pour le d'asservissements moment, par oui. lesquels Voilà. Voilà. l'humanité est passée. Alors, attendez, on va laisser Alexandre aussi réagir parce qu'il a levé plusieurs fois la main. Alors, je mets juste un point. Les connaissances sont disponibles. Après, ça ne veut pas dire qu'elles sont Ah, c'est pas facile, que mais tout le monde peut se les non, approprier non il faut des plus. neurones, il Voilà. faut du temps, il faut de la On patience, est mais d'accord. elles sont Voilà. disponibles à tous. Tout à fait. Là-dessus, c'est sûr que on est en open source. Alexandre, tu voulais réagir par rapport à ça? Oui, enfin, par rapport à l'intervention de monsieur justement qui a interpellé, donc merci beaucoup à lui. Hem, je En fait, je comprends, je suis désolé, j'ai une mauvaise connexion depuis 10 minutes à peu près. Je comprends ce que vous dites et vous mettez en avant que la question de la technique est un élément central dans, le fait de se prémunir et d'avoir, justement une souveraineté numérique. Mais après, c'est un vrai débat philosophique sur quelle est la place de la technique. Est-ce qu'elle est politique ou est-ce qu'elle est neutre par essence? Moi, je vous dirais, ça dépend. Si vous regardez les travaux du philosophe Langdon Winner, il met bien en avant dans ses travaux que la techné devient politeia et que nos instruments deviennent des institutions en voie de formation. Donc l'organisation technique, elle n'est jamais neutre. Et sur ces questions-là, hem, en fait, je veux pas caricaturer ce que vous dites, donc je vais pas reprendre ce que vous dites vraiment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la question de l'individualisation de la problématique de souveraineté est bien sûr une question, importante. C'est une question locale et c'est une question de l'acteur micro local et ça fait partie de la dynamique de la souveraineté de façon globale. Parce qu'il faut une démarche qui parte du bas, qui remonte vers le haut, donc on appelle, bottom up et il faut aussi des dynamiques qui viennent du haut vers le bas, des top down. Mais le piège de entre guillemets et je sais que c'est pas ce que vous voulez dire, mais le piège de uniquement individualiser l'approche un petit peu comme la question de l'écologie, je sais pas si on Oui, m'entend oui. encore? Ouais, on vous entend Oui? très bien, ouais. Ouais. La question, par exemple, c'est la même question sur la question de l'écologie, les petits gestes et la question de la législation, européenne, par exemple, qui servirait à rien avec les petits gestes et la conscientisation par du bas. Mais je trouve qu'il y a, au niveau européen, une tradition libertarienne de droite des libertés numériques où finalement l'utilisateur éclairé, finalement serait, la clé pour aller mieux. Et ça attire certaines formations, voire pays, qui ont plus cette tradition, libertarienne, des courants plutôt à droite. Et je trouve que l'une des clés de lecture sur ce que vous évoquez là, c'est d'avoir une approche sur l'analyse du pouvoir. Quelles sont les situations de monopole? Il y a un contexte de capitalisme de surveillance et on est dans une situation d'asymétrie de pouvoir et d'impact des technologies. Par exemple, le budget lobbying des GAFAM l'an dernier au Parlement européen, c'était 21 millions d'euros par an. Le lobby, entre guillemets, qui défend les trucs un peu plus publics, les libertés publiques numériques, le lobby le plus puissant, c'est l'EDRI,
son budget il y a quelques années, c'était seulement 1,9 million d'euros par an. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que la réponse n'est pas uniquement et principalement peut-être pas au niveau des individus que ça se passe. Et il y a ce shift très lent qui s'opère sur le fait qu'on veut individualiser la question. Je pense que ce que vous dites est vrai, mais qu'il y a en même temps une approche au niveau communautaire européenne, au niveau national, au niveau multilatéral, etc. Et que c'est des phases complémentaires du dé global pour jouer sur la question de Mmh. la souveraineté numérique. Et je pense que c'est un peu dangereux, mais je sais que ce n'est pas ce que vous dites non plus, hein, mais je pense que c'est dangereux de vouloir simplement individualiser la réponse sur la question de la souveraineté. Voilà. Merci, Alexandre. Je vais un petit peu presser le pas parce que nous avons débordé. Je remercie beaucoup les invités de jouer le jeu en fait des questions-réponses et d'accepter de rester avec nous au-delà de 30. Mais on va pas tarder à fermer le space. Mais avant tout, je vais passer la parole à Solange. Ben oui, je voulais dire Merci. merci, merci Fadila. Je voulais juste dire à Alexandre qui est qui dans l'asservissement de l'autre. Qui est qui? Juste se poser les bonnes questions. Qui est? Et une fois qu'on a posé cette question, qui est qui? C'est pourquoi. Merci Alexandre. Alors, je suis pas certaine d'avoir bien compris ou alors je suis fatiguée. Solange, est-ce que c'était en lien en fait avec qui a parlé? Non, c'est moi, je disais, mais il est tard en même temps. Ah d'accord, OK. Je dis simplement qui est qui pour affirmer, comme Alexandre, qui est qui dans l'affirmation de le choix de voilà. L'apéro était long Point ou d'interrogation. c'était... Non. Point d'interrogation. C'est très sérieux. Qui est qui? C'est ce qu'a dit Alexandre. Vous oubliez pas. D'accord. Qui est qui? Alors, Bah, est-ce que tu pourrais expliciter, toi, à ton avis, qui est qui? Bah, pour moi, qui est qui? C'est suivant l'idéologie qu'on a. Qui est qui? Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit pour l'humain ou qui est qui? Est-ce qu'on veut pour son idéologie? C'est pas plus compliqué que ça. Absolument pas plus Les compliqué. deux peuvent être liés. L'idéologie peut être dans un intérêt collectif comme dans un intérêt individuel. Voilà, merci. Bah, d'ailleurs, dans D'ailleurs, notre, qui est qui? Moi, je sais le groupe d'appartenance de la LFI. Les Verts au Parlement européen, ils ont leur propre groupe. Mais du coup, Juliette, d'où vous parlez? Quel groupe une fois élu, quel groupe vous rejoignez au Parlement européen? bah, écoutez, nous n'avons pas de groupe au départ, puisque nous sommes une liste, comme vous avez pu le constater, avec un temps de parole limité, puisque nous n'avons pas d'anciens membres. Alors, si, il y a eu des élus écologie au centre, mais ils étaient avec Europe Écologie Les Verts. Donc, a priori, si jamais nous sommes élus, il y a de grandes chances qu'on soit avec des écologistes centristes. Alors, soit avec. C'est quel groupe? Ça n'existe pas, le groupe écologiste centriste. Non, mais c'est-à-dire Ouais, qu'on moi, j'ai sera jamais soit cru à avec l'écologie Europe centriste, hein. Écologie Les Verts, pour vous résumer, D'accord? voilà, donc dans le même groupe que vous, Ah bon? soit selon négociation. Ça va dépendre en fait de comment se goupilleraient toutes les élections dans tous les pays européens, parce que c'est pas dit qu'on aboutira exactement aux mêmes choses vu le contexte actuel. Oui. Ça C'est là va où pas je être pense que facile, Ouais, Juliette, parce de que rejoindre entre les LV au Verts, Parlement, là, les hein. Verts sont en grande chute libre. Il paraît que c'est la chute libre au niveau des pays du Nord. Donc on verra. Écoutez, nous on est plutôt, en tous les cas, il y en a quand même une grande différence par rapport aux Verts tels qu'Europe Écologie Les Verts. C'est notre point de vue sur le nucléaire.
Ah bah tiens, Voilà. j'ai une question, Juliette, vous qui parlez de Les- souveraineté, qui êtes politisée. Attendez juste une petite seconde. Est-ce que vous êtes pour le Frexit, du coup, et la souveraineté de la nation française? Voilà, petite question. Moi, je suis pas du tout pour le Frexit. Nous sommes à Écologie au centre on est dans l'idée qu'en fait l'Union européenne, la France, c'est l'un des pays fondateurs. C'est nous qui avons participé depuis le début à la construction de l'Union européenne. Maintenant, si on n'est pas content de la façon dont elle fonctionne ni comment ça se passe, c'est à nous, à l'intérieur de l'Union européenne, de la faire évoluer dans le bon sens. Mais la France toute seule qui fait Frexit, franchement, non. Voilà, je vous le dis de façon franche et honnête. Juste pour répondre sur le nucléaire, Juliette, les pirates sont pro-nucléaire, ils sont dans le groupe des Verts, ça pose aucun problème. Donc c'est pas l'argument. Les pirates, quels pirates? Ah, le Le groupe, parti les pirate. pirates, Le parti pirate. les pirates, Ah, le parti pirate. D'accord. C'est sorti tellement comme ça que j'ai eu une sorte de... Non, mais en fait, je rejoins la question. Moi, Ouais, je crois qu'il est 22h52 à ce stade qui... Voilà. la question de qui est qui, savoir qui parle d'où. Voilà, mais bon, Très en pertinent. fait, Ouais. en fait, c'est possible. Voilà, je sais qu'aussi les écologistes des Pays-Bas et tout ça sont plutôt favorables aussi au nucléaire. Donc, de toute Donc c'est pas un manière, argument. si on a de la chance, si on arrive à convaincre un certain nombre d'électeurs et qu'on dépasse la barre des 5%, eh bien, on en rediscutera. Mais nous, on est centristes écologistes pour vous résumer. Donc, on essaiera de s'inscrire dans un groupe qui correspond à cette zone-là. Et LFI, Alexandre? Pardon, sur quelle question, LFI? Excuse-moi, Fadila. Il est 22h52. Non, j'ai écouté le débat, mais sur quelle question tu veux que je réponde, dis-moi? Non, c'était de savoir si vous aviez déjà avancé vers quel groupe vous iriez. Oh, bah, nous c'est facile, Fadila. On est à Zileft de toute façon, donc on est à la gauche nordique, la gauche nordique européenne, tout ça. Donc voilà. Et souvent sur les questions numériques, on est assez raccord avec beaucoup de positions du groupe des Greens, justement. Il y a une bonne cohésion de vote sur ces sujets. La numérique. Moi, je me rappelle chez les Verts de Yann-Philippe Albrecht sur le RGPD. Je me rappelle aussi du travail du Parti pirate de Pierre, comment Pierre s'appelait Bessac? la députée, la super, sur la députée pirate. Ah, la tchèque. Oh, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Non, elle est Ah. allemande. Tu sais, sur la directive copyright. Ah, son nom Fabrice, m'échappe, non, ouais. tu te souviens pas? Ouais, ben voilà, elle avait fait un super taf, et cetera aussi. Donc non, en tout cas, il y a de toute façon, par exemple, au niveau de la gauche, et je finirai sur ça, sur la gauche, on a un énorme travail à faire à la gauche et avec les écologistes au niveau européen pour mettre en place une doctrine politique commune ou à peu près, en tout cas un peu harmonisée, sur la question du capitalisme de surveillance et sur une souveraineté numérique populaire faite avec le peuple et non pas avec les grandes entreprises à la base. On aura besoin bien sûr des entreprises de toute taille, mais comment on fait une souveraineté numérique populaire? Par exemple, un piège dans lequel on ne peut pas tomber, c'est créer des GAFAM européens. Ça, c'est une vraie question et je pense que c'est une impasse de créer des acteurs monopolistiques sur ces questions alors qu'on a besoin d'un Internet pluriel et pluriel. Quoi. Alors Alors que moi, nous, justement, l'idée d'avoir des acteurs de plus grande envergure au niveau européen, nous, on est plutôt favorable. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre, bien sûr, que des individus, voilà, que le numérique, l'open source, tout ça, on est très ouvert. Mais on considère que s'il y a des GAFAM et puis s'il y a des acteurs similaires en Chine, en Russie, qui se créent, ben, il n'y a pas de raison que nous, en Europe, nous n'ayons pas aussi les nôtres. Alors peut-être avec des règles, justement, de fonctionnement différentes. Voilà. En matière de souveraineté, je veux dire, numérique. Voilà. Donc ça, c'est un point de divergence. Maintenant, je pense que la discussion est toujours ouverte parce que moi, je comprends l'intérêt d'Alexandre pour la démocratie. Je respecte profondément tout ce qu'il dit. Je trouve que c'est extrêmement intéressant.
Et c'est vrai que par contre, moi, j'ai plus dans l'idée aussi que comme on est dans un monde de requins, bah, il vaut mieux aussi avoir notre requin à nous. C'est un peu difficile à expliquer, mais voilà, moi, je le perçois un peu comme ça. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose, c'est mon 3e space, transpartisan, donc à chaque fois avec 3 invités. J'ai eu, le PS, le MODEM, Renaissance, Parti pirate, été 2024 et puis vous, j'en oublie peut-être, là, je suis en train de réfléchir en même temps. Si, j'ai eu LR aussi, et globalement, même si là, dans ce débat, on a senti que par moments, vous étiez, tout de même pas forcément d'accord, mais bah, c'était aussi pour, positionner aussi les termes. On l'a vu, par exemple, tout à l'heure pour la reconnaissance faciale. Globalement, en fait, sur le numérique, ben, je trouve que, les les questionnements, en tout cas, sont à peu près identiques. Alors, je dis pas que les solutions, à court terme ou moyen terme sont identiques, mais, il y a quand même plusieurs fois eu, je trouve, en fait, des consensus, voilà. Ou voilà, des petites différences, mais j'ai pas senti vraiment de friction au point ou alors, impossibilité de dialoguer. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt, charmant. Enfin, c'est mon avis, et c'était aussi quelque part pour, faire un petit mot de fin. Je sais pas, j'espère que vous avez bien vécu, ce moment ensemble. Oui, c'était super et vraiment, Fadila, en une phrase, je voulais te remercier parce que tu as été la seule personne en France, peut-être, à organiser des débats sur les questions des politiques numériques pour les élections européennes, en plus avec des co-intervenants comme Fabrice, comme, J'ai eu Guillaume Champeau et comme j'ai eu, comme ouais, Guillaume Quentin et Adam. tu as eu, voilà et Quentin, vraiment donc merci à toi parce que c'est grâce à toi que sur cette campagne, on a pu avoir un espace de débat sur la question des politiques numériques qui est au cœur, de la puissance normative qu'est, l'Union européenne. Ah, ben, je te remercie. En tout cas, moi, c'est voilà, moi, c'est un exercice, assez, nouveau, en fait, d'essayer justement de faire des dialogues transpartisans. D'habitude, je prends un sujet en particulier. Là, l'exercice particulier, bah, c'est que le numérique, l'air de rien, ben, pour, notamment pour la en vue des campagnes, en vue des élections européennes, et ben, ça touche quand même, différents sujets, donc il y avait pas qu'une question à poser, mais voilà. Juliette, en tout cas, c'était la première fois, que nous échangions. J'espère que tout s'est bien passé. Ah oui, je vous remercie beaucoup et puis je vous remercie de m'avoir invitée parce que c'est sûr que ça fait plaisir de participer à des débats. Nous n'avons pas accès, aux débats, télévisés, radio, pour des raisons, d'Arcom justement, avec des Mmh. règles absolument effarantes. On a calculé qu'on avait le droit à moins de 1 de temps de parole. On a le droit à 3 minutes 09 de clip, Sans de compter les erreurs? passage. Voilà, de passage et en fait, bah, quand je prends, Renaissance ou le RN a le droit à 19 de temps de parole et à, 20 passages de clips, pour l'équivalent pratiquement de 2 heures. Donc c'est sûr que quand je vois la différence, après on me parle de démocratie, moi j'ai quitté, La République en marche parce que je n'étais plus trop d'accord sur certaines choses et je me rends compte, en fait, que j'ai vraiment bien fait de partir parce que je ne voulais plus participer à tout ça et je vois qu'il y a beaucoup de travail à faire pour le respect de la démocratie en France et heu et je pense, que tout ça, bah, moi, ça m'a bien ouvert les yeux, et j'espère qu'on va pouvoir, protéger notre démocratie, le pluralisme politique, le droit de s'exprimer, de manifester, le droit, voilà, d'avoir des nuances d'opinion. Moi, je suis absolument consternée par la façon dont les choses se passent aujourd'hui, avec une tentative de d'hystérisation et de polarisation. Voilà, vous dites une chose, vous êtes dans le camp du bien ou du mal, je trouve ça effroyable. Voilà, on ne peut pas aboutir à des discussions et à des solutions quand on part, d'emblée sur des comportements pareils face au débat. Il faut qu'on retrouve notre capacité à dialoguer et à débattre
Et ce space, c'est une preuve qu'on peut le faire, même si on n'est pas du tout de la même mouvance politique et qu'il n'est pas certain qu'on finisse dans le même groupe au Parlement européen, si Merci. jamais on est élu. Voilà. Merci pour ce Moi, mot je de la le fin, souhaite. Juliette. Il est possible Ouais. de voter pour ma liste parce que je ne pense pas que les 2 autres personnes soient candidates. Moi, je suis candidate Non. sur la liste écologie au centre. Voilà, je le dis. Bon, et Voilà. Pierre, alors Pierre, en tout cas merci Juliette et Pierre aussi. C'était ton premier space. Oui, c'était mon premier space. Je suis un peu frustré parce que je trouve qu'on n'a pas parlé assez d'écologie, on n'a pas assez parlé de Green IT, mais bon, C'est vrai. voilà, on ne peut pas tout faire. Et on n'a pas parlé du fonctionnement du Parlement européen. Et Ah ben, en 1h30, voilà, c'est je suis un super dur, râleur. Pierre. Un râleur. Ça n'empêche que j'ai passé un bon moment. Mais voilà. J'ai une personne aussi qui m'a dit la dernière fois, c'est un peu frustrant. J'ai dit, mais si je vous dis la vérité, Fabrice, le dernier space qu'on a fait ensemble, on leur dit combien de temps ça a duré? Beaucoup trop longtemps. Parce que j'ai enchaîné avec un autre. Voilà. Vendredi, on a parlé juste d'un seul point sur le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Le space a duré 3 heures avec des interventions hyper constructives, des témoignages, mais 3 heures. Ouais, Quand on est, voilà. C'est le mode de discussion comme ça, un peu mode radio libre, fait que il faut repolitiser le numérique. Voilà. Dans tous les cas, je voulais vous remercier à tous les 3 et puis je voulais aussi remercier chaleureusement Fabrice de m'avoir accompagné dans la co-animation de ce space. Et je vous dis à très bientôt parce que justement, je vais peut-être vous solliciter parce qu'il y a quelque chose qui me travaille, c'est justement comment les médias ont respecté ou non, je veux dire, quelque part, cette dimension démocratique dans le cadre des élections. Voilà. Moi, j'ai été un petit peu effarée par les grands débats à 8, les grandes confrontations, les débats qui sont hors sujet. Voilà. Je suis en train de faire le teasing. Oui, on fait ce qu'on peut pour réussir à obtenir de la parole. Bon, nous, on essaye d'être inventifs. En utilisant Je suppose l'IA. oui, voilà. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous m'avez invité ici. Vous avez dû peut-être avoir eu connaissance de ce qu'on a. Je suis un podcast où vous êtes passé qui, d'ailleurs, c'est Alexandre, tu devrais regarder, il y a un podcast sur les politiques numériques. Oui, voilà. Et voilà, bah, c'est super. Moi, je suis vraiment contente. Et je sais aussi après que vous avez fait votre, enfin Juliette, tu as fait ton, enfin je crois que toute la liste, hein, vous avez fait votre photo de campagne avec, en corrigeant avec une IA, c'est ça? Ah oui, non, mais là, on n'y est pas allé de la main morte. Hein. On a fait plein de choses. Je veux dire, mais quelque part, c'est aussi les gens ne. Bon, ça, on en discutera peut-être une prochaine fois. Voilà. Mais c'est aussi quelque part une boutade aussi. Et ça, ils ont mis beaucoup de temps à le comprendre. Voilà. Ok, ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup. On a bien débordé, mais c'était super intéressant. Et comme le dit Pierre, on n'a pas parlé de tout. Mais ça sera pour une prochaine fois, Pierre. On te réinvite. Compte sur moi. Écoutez, sachez qu'en tout cas, avec plaisir, hein, même en dehors des élections européennes. Oui. Ah ben voilà. Et on a tout un programme sur l'IA. D'ailleurs, le slogan, c'est mettre les machines au service de l'humain, donc sur le numérique. Donc, il y a toute une réflexion. Ça me rappelle ce qu'a dit Solange. Donc, voilà, faut pas hésiter. Je pense que de toute manière, là, on en est au stade du débat quasi philosophique. On arrive à un point de réflexion sur l'humanité en tant que telle. Oui, certainement. C'est notre place. En attendant, c'est l'heure d'aller peut-être se coucher, de reprendre de l'énergie. Je vous souhaite à tous bon courage, plein d'énergie également pour la dernière ligne droite et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent là maintenant et demain et les prochains jours, puisque ce space est enregistré, pensez bien à voter le 9 juin. Votez même blanc, mais déplacez-vous. Non, votez pour une liste.
Ah, moi, je suis déjà dans la... je cherche à convaincre déjà Voilà, mais en tout cas, je voulais de remercier participer. aussi. Voilà, je vous remercie en tout cas, et je remercie Pierre. Merci d'avoir écouté Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Fabrice et bien sûr toi, Fadila. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Votre avis compte. Voilà. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit.